Donc on va faire ce soir, on va faire un rappel des faits. On va refaire un petit peu la chronologie de tout ça parce que c'était un bordel. Les gens, dites-vous, quand je me suis posé cet après-midi pour préparer le live, je me suis dit vas-y, je vais me faire une chronologie de tout ce qui s'est passé. Mais genre c'est le bordel. Entre les déclarations des uns et des autres, contradictoires dans l'heure, etc. C'était un bordel. Bref, donc on va essayer de se refaire toute la chronologie. On va essayer d'analyser un petit peu ce qui s'est passé. On va réexpliquer qui a dit quoi, qui est parti bien en tête sur quoi, qui a voulu déborder quel appareil de parti, y compris à la droite, parce qu'aujourd'hui c'était la journée de la droite, oui, aujourd'hui c'était la journée de l'éclatement des républicains. Donc on va tout, voilà, on va tout résumer. Truc que je fiche pas, il faut se réinscrire sur les listes. Alors non, on ne peut plus s'inscrire sur les listes électorales. Le principe du décret de dissolution, etc., c'est que le corps électoral est gelé à partir de la dernière élection. Donc je crois qu'il y avait jusqu'à minuit pour s'inscrire, mais de toute façon les services étaient saturés. Il faut faire une procuration. Donc maintenant, il faut vous ruer sur les procurations, sachant que pour les procurations aussi, ça va très vite être saturé, donc dépêchez-vous. En tout cas, si vous n'êtes pas inscrit, vérifiez votre inscription sur les listes électorales avec le site du service public. Si vous êtes inscrit quelque part, vous pouvez vous déplacer pour voter, privilégiez le vote. Si vous êtes inscrit quelque part trop loin que vous ne pourrez pas aller voter, procuration. À l'heure qu'il est, les choses que je vais vous dire sur vous pouvez vous inscrire, vous pouvez pas vous inscrire, la date, pas la date, etc., le conseil concite, pas le conseil concite, c'est des choses qui sont amenées à changer. Et ça crée de la confusion. Parce que les gens vont dire faites ci, faites ça, inscrivez-vous, non on peut plus s'inscrire, attends ça va être invalidé, attendez, en fait non, on sait pas, etc. Et c'est ça qui crée de la confusion et c'est ça qui fait la nature en fait de ce moment politique particulier où on sait pas du tout où donner de la tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais revenir sur ce qu'on sait, sur les bases, sur qu'est-ce qui s'est passé, on va clarifier tout ça et ça va nous permettre aussi d'avoir la tête froide pour savoir qu'est-ce qui va se passer après. Remettez-vous dans la situation. On est le dimanche 9 juin, à 20h. Sont publiés les résultats des estimations des élections européennes. Donc, puisque, comme on l'avait dit dans le live de Dany Raz, etc., les résultats qui sont annoncés à 20h sont des résultats qui sont des estimations, puisque tout n'est pas forcément dépouillé. Donc, il y avait les premières estimations, mais qui donnent les grandes tendances et qui donnent globalement, généralement, qui a gagné, qui a fait un score de merde, etc. etc. Donc, dimanche 9 juin à 20h, on a les résultats des élections européennes qui sont un cataclysme. Cataclysme préparé par les médias. Rappelle que les médias avaient énormément mis en avant Jordan Bardella, énormément aussi mis en avant Raphaël Glucksmann. On avait vu ces différentes bulles médiatiques se constituer et que le gouvernement avait joué de ça. Rappelez-vous, le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella qui avait été, mis en scène en plein milieu de la campagne pour les élections européennes, qui était une façon déjà pour les macronistes de préparer le terrain et de faire jouer un petit peu cet affrontement entre le macronisme de la stabilité et le RN qui est l'éternel épouvantail. C'est très intéressant parce que finalement ce débat prend tout son sens avec ce qui s'est passé après. Donc résultat, on a le RN à 31% qui gratte 30 sièges au Parlement européen, ce qui est énorme. On a LREM à 14,6, ce qui est une déconvenue énorme. LREM s'est totalement effondré pour ces élections européennes. Talonné de près par Raphaël Glucksmann à 13,8 points, qui est un bon score, qui est un score en fait qui est issu finalement de différents reports de voix, des reports de voix de ceux qui avaient voté LREN et de ceux qui avaient voté aussi écolo. Ensuite, suivi par LFI qui a 9,9%, allez on va dire 10, on va faire l'arrondi. LFI à 10%, qui en gros était annoncé à 8,3 au début de la soirée, et ça a continué de monter, puisque LFI a beaucoup été élu, notamment dans les grandes villes, dans les grands centres urbains, dont les bureaux de vote ferment beaucoup plus tard. Suivi ensuite par les Républicains, 7,3 avec 6 sièges, les Écolos 5,5 avec 5 sièges, donc qui grattent quand même de près à la fois le remboursement de la campagne et aussi 5 élus, puisque donc c'est le quota de base quand tu passes les 5%, et Reconquête, même score, 5,5% avec 5 sièges. Ce qui fait du coup, à 20h, une extrême droite qui est à 37%, si on additionne RN et Reconquête, une gauche qui, de par son éparpillement, est aux fraises, ELV qui a eu chaud au cul, et un Raphaël Glucksmann qui se présente d'ores et déjà comme l'alternative. Donc à l'annonce de ces résultats, Macron a tout de suite annoncé qu'il allait prendre la parole. Donc le RN est en puissance, il s'en félicite, et Bardella propose donc dans son discours de victoire, dans son discours en fait de résultat des européennes, Bardella qui lance un appel à Macron, il en appelle officiellement à Macron à dissoudre l'Assemblée nationale et appeler à de nouvelles législatives. Sachant que la raison pour laquelle il a fait cet appel, c'est parce que c'était un bruit de couloir qui circulait depuis un bon moment. C'est vrai qu'en fait, le petit bruit de couloir de la dissolution, ça faisait un moment qui traînait. Mais j'avoue, mea culpa, j'avais un petit peu oublié, ça m'était un petit peu sorti de la tête pendant les européennes. Et c'est vrai qu'en effet, ces bruits de couloir avaient été réactivés depuis un petit moment, qu'il y aurait une dissolution et que le moment opportun était après les européennes. Notamment, un très bon article du Monde qui en parle, notamment d'un dîner avec Bruno Roger Petit, Macron, etc., qui se disent bon, ben vas-y, on dissout après les européennes. Macron qui est en mode vas-y, comment on fait, etc. Donc Bardella savait très très bien ce qu'il jouait parce qu'il savait que c'était le coup de poker que voulait faire Macron. Côté LR, donc vu qu'on reste du côté de la droite, côté LR, on a eu un discours classique de Bellamy
Bellamy. Concrètement, LR était vraiment aux fraises. Ils ont fait un très très mauvais résultat. Bellamy a été, je pense, un des seuls à faire un discours uniquement européen. C'est-à-dire que Bellamy, il a dit en gros, merci de m'avoir élu, je me battrai au Parlement européen, bravo pour ce que vous avez fait, etc. LR est sorti de ces élections européennes sans vraiment savoir quel était son cap. Et ça va être très important pour l'actualité qu'on a aujourd'hui sur l'éclatement des Républicains, justement. Et du coup, voilà, LR, on s'emmerde un petit peu. Ils sont aux fraises, ils savent pas trop quoi faire de ces résultats-là. Pendant ce temps, les réactions à gauche, donc suite, les réactions à gauche sur les résultats des européennes, évidemment, toute la gauche s'alarme de la montée de l'extrême droite. C'est la donnée qui est mise en avant absolument partout. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès son discours d'annonce des résultats, Glucksmann s'est présenté tout de suite comme le nouveau visage de l'hégémonie. Si vous écoutez son discours, il dit voilà, nous l'extrême droite, nous la combattrons en Europe et en France. Nous leur tiendrons tête en Europe et nous leur tiendrons tête en France. Il présente direct qu'ils sont dans le refus des outrances et des calomnies, le refus de la violence. Cet espace politique, les amis, c'est aussi une nouvelle manière de faire de la politique, fondée sur la clarté et sur la sincérité, sur le refus des outrances, le refus des calomnies, le refus de la violence partout. Donc Glucksmann, si vous vous intéressez à son discours juste après l'annonce des résultats, il était déjà dans un discours national. Il parlait déjà de l'Europe et de la France. Il disait déjà « nous » en se présentant lui-même comme le chef de la gauche et donc le chef du PS. Donc il y avait déjà, une initiative personnelle qui se préparait. Et également un discours frontalement anti-LFI. Voilà, le fameux refus des violences, refus des outrances. C'est un discours contre la France insoumise et Mélenchon qui gueule un peu trop fort. Et du côté de LFI, concrètement, le discours de la France insoumise, c'était « on vous avait dit depuis le début qu'il fallait faire l'union. Si on était unis, on aurait pu être touche à touche avec le RN et ça n'aurait pas été la même situation. » Et je ne peux m'empêcher ce soir de penser à l'immense responsabilité de tous ceux qui ont refusé notre liste commune, notre proposition de liste commune de la NUPES. Ils ont effacé l'acquis de 2022 et laissé le champ libre à l'extrême droite. On vous avait dit, on avait une stratégie d'union, on avait proposé la tête de liste aux écolos, on avait proposé énormément de concessions. Et d'ailleurs, il y a même moyen que vous auriez permis de pas gratter Rima Hassan en plus, vous êtes vraiment des merdes. En gros, LFI est sorti des résultats des européennes en disant, on vous l'avait dit. En disant, on avait la bonne analyse, notre analyse est validée aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? J'aimerais rappeler que Glucksmann est le seul à apparaître seul sans les autres membres de la liste sur les tracts européennes. Exactement. Glucksmann a déjà fait une campagne européenne très 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 personnalisée. Et c'était un petit peu mon analyse. Glucksmann, il a été amené par le PS en 2019, à l'époque où le PS avait un petit peu personne pour mener la liste des européennes. Le PS était totalement au sol. Hamon s'était présenté mais s'était fait lâcher par l'appareil de parti, certains éléments avaient rejoint Macron, le PS était totalement en déroute et Glucksmann avait été ramené par Olivier Faure parce qu'il avait un petit peu ce profil d'influenceur politique mais qui pouvait quand même convaincre les éléphants du PS qui étaient en train de se barrer chez les macronistes de revenir un petit peu au bercail parce que ça reste un libéral atlantiste, donc ça pouvait convaincre un petit peu cette ligne Hollande et c'était aussi une façon de prendre une figure qui n'était pas foncièrement PS pour temporiser et mettre à distance les oppositions à l'intérieur du Parti Socialiste, mais ça a tout simplement mis tout ça sous cloche. Dès l'annonce des résultats, un tweet, 20h03, Clémentine Autain tweet « Allons-nous encore longtemps nous résigner, regarder ailleurs et compter nos divisions à gauche dans cette bataille décisive pour gagner 2027 Je prendrai toute ma part. » 20h03. Ça, c'est un truc que je vous avais annoncé depuis un bon moment. C'était un truc, encore une fois, il y avait eu cette ribambelle d'articles sur les dîners secrets, les dîners parisiens de Autain, Garrido, Tondelier, Faure, etc. Les fameux dîners où ils préparaient l'après-européenne. Je vous avais prévenu que de toute façon, quoi qu'il arrive, dès l'annonce des résultats aux européennes, cette petite alliance de circonstances, alors sans vraiment savoir qui dans cette alliance, parce que chacun finalement est parti un petit peu dans son coin, mais cette petite alliance allait se réactiver, tout comme Autain l'avait fait en 2019 pour faire son Big Bang de la gauche, pour faire une espèce de nouveau souffle et pour justement parier et donc surfer sur une défaite aux européennes. D'ailleurs, d'aucuns diraient que c'est un petit peu pour ça que les écolos sont partis tout seuls, même si en vrai non, ils sont partis tout seuls parce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire un bon score, lol. Mais donc parier sur la défaite de la gauche pour se placer en premier plan sur une union de la gauche. Le problème, c'est que Clémentine Autain, elle est partie toute seule. Elle a fait son tweet, elle n'a pas vraiment été suivie par les autres. Elle n'a pas été suivie par Ruffin. Elle n'a pas été suivie par Tondelier, elle est partie bille en tête et en fait finalement elle est restée toute seule dans son coin. Et c'est le premier truc qui est intéressant, comme l'avait prédit Mélenchon encore une fois. Ils ont voulu faire leur petite combine mais finalement ils étaient incapables finalement de se mettre d'accord sur la marche à suivre et en fait ils sont un petit peu tous partis. Et en fait c'était ça la soirée du 9 juin et après on viendra à la dissolution. La soirée du 9 juin c'était surtout une soirée de désorganisation totale. Les gens qui voulaient prévoir leur petit putsch, les Autain, les trucs, le Big Bang de la gauche et tout, les Garrido, se sont pas trop coordonnés. Ruffin, il était
dans son local Picardie Debout à Amiens, il n'était pas avec les autres. Et chacun, en fait, a préparé son truc dans son coin et s'est tiré dans les jambes mutuellement. Donc c'est le premier truc qui est intéressant, c'est que, encore une fois, on vous avait prévenu d'absolument tout. On vous avait prévenu qu'ils allaient tenter leur coup. On vous avait prévenu qu'ils allaient jamais être capables de s'unir et de s'accorder sur un truc, et que finalement ça allait faire flop. Et c'est ce qui s'est passé. Ils étaient tous dans la précipitation et dans l'improvisation. Exactement. Et dans son tweet, parce qu'encore une fois, Autain, là, pour l'instant, Macron n'a pas encore annoncé la dissolution. Donc Autain, elle est encore dans son truc de on prépare 2027. C'est pour ça elle dit dans cette bataille décisive pour gagner en 2027. Donc à ce moment-là, c'était on a perdu les européennes, génial, ça nous laisse un boulevard pour préparer 2027. C'est ça la situation à 20h. Jusqu'au premier coup de théâtre. 21h. J'ai souvenir de Garridet sur le métier Regard en 2019, critiquant la strate de Autain, le Big Bang de la gauche. Oui. Ça lui a été rappelé lorsque les différents articles sont sortis sur ces dîners secrets en ville. Ruffin était prêt avec son site. Alors, il y a des experts qui ont dit que c'est un genre de site qui se fait en 2 secondes. Donc, en fait, est-ce qu'il était prêt, est-ce qu'il n'était pas prêt? En tout cas, Ruffin, pendant la campagne européenne, avait lancé un crowdfunding. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ruffin, il a fait une vidéo en mode j'ai besoin de vous, etc. Donnez des sous, blablabla et tout. On fait une plateforme et tout. Il avait déjà un petit peu préparé cette nouvelle plateforme, mais qui avait l'air en effet d'être une plateforme distincte de celle d'Autain. Mais Ruffin avait déjà préparé sa plateforme et sa future machine, etc. J'ai vérifié le domaine a été créé le jour même. Ouais, c'est ça, il a créé le truc le jour même. Le site existe depuis le 8 juin, date de son certificat. Ah! Donc ils avaient préparé le site à l'avance, mais le nom de domaine, ils l'ont décidé au dernier moment. Donc j'imagine que Front Populaire, ils l'ont décidé au dernier moment, mais que globalement, ils savaient déjà qu'ils allaient faire un site. Et je pense que c'est le sens aussi du crowdfunding qu'avait fait Ruffin. L'heure 20h est passée, on passe à 21h, coup de tonnerre. Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Encore une fois, c'était quelque chose c'était déjà un bruit de couloir. La question, c'était quand. Paul Hellec avait prévu que c'était juste après les européennes, donc bravo Paul Hellec. Avec un discours assez intéressant. Le discours de Macron, si vous vous en rappelez bien. Les partis d'extrême droite, qui ces dernières années se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. Merci Black Sheep. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, merci Néméléo, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Merci Jean Chardon pour les 100 bits. Alors même que nous venons de Donc là voilà, on sort des européennes, il y a encore un discours très européiste. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le discours de Glucksmann. Avec le monde entier, le débarquement en Normandie, et alors même que dans quelques semaines, nous aurons à accueillir le monde pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui, l'extrême droite est à la fois... Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il profite d'un moment politique. Il profite d'un moment politique où le monde entier a les yeux rivés sur la France. Parce que alors déjà, le monde entier a les yeux rivés sur la France, déjà à cause du coup de tonnerre qui se passe et que c'est inédit, mais également parce que, en effet, là, Macron, il a accueilli Joe Biden, etc., pour le débarquement en Normandie. Il y a les JO qui se passent. Là, tous les regards sont braqués sur la France en ce moment. Et il profite de ce spotlight aussi pour mettre en place son coup de théâtre. À la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Donc là, il commence par taper sur l'extrême droite et ensuite il tape sur la gauche. Cette fièvre qui s'est emparée du débat parlementaire, c'est la gauche qui sort le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale. Il faut savoir que Macron ne supporte pas l'Assemblée nationale. Pour lui, il a besoin d'une Assemblée nationale qui est totalement à ses ordres, sinon c'est impossible. D'ailleurs, pour ça que, encore une fois, c'est un article du Monde qui en parlait, un des 2 articles justement sur la dissolution. C'est pour ça que Macron et Borne, ça clashait souvent et qu'il en avait un petit peu marre d'Elisabeth Borne, parce qu'elle essayait de chercher des consensus là où lui, il voulait imposer des 49-3. Et en fait, justement, cette fièvre à l'Assemblée nationale, c'est qu'en fait, depuis le début de la mandature du coup précédente, vu qu'elle vient de prendre fin, Macron n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il est obligé d'aller grappiller des majorités de circonstances, et ça le saoule. Ça le saoule parce que ça abîme ses belles réformes. Ça fait que quand il dessine ses jolies réformes, du coup, elles lui reviennent et sont pas écrites exactement pareil. Et ça, c'est un truc qu'il ne supporte pas. Ce mec est un autoritaire, et c'est pour ça que lorsqu'il va parler de l'ordre, de la fièvre qui empare le débat parlementaire, etc., il vise la gauche, mais il vise aussi son propre seum de devoir composer avec la droite. Ça le saoule de devoir composer avec LR. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète
parfois vous choquent, et auxquels je n'entends rien céder. Et il en appelle au peuple, qui, je le sais, vous inquiète et vous choque. Vous avez peur de ces gauchistes qui crient à l'Assemblée nationale. Vous avez peur de ces gauchistes qui sortent le drapeau palestinien. Ils font peur. Eh bien, je suis la stabilité, je suis le rempart, je suis la protection. C'est totalement ça son discours. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Et donc là, lorsqu'il a dit le 30 juin et le 7 juillet, c'est qu'il a pris le délai le plus court pour convoquer des législatives. Il a dit « après moi le déluge ». Il a dit « c'est moi ou le chaos ». Il a dit « il y a l'extrême droite qui menace l'Europe, il y a la gauche qui vous fait peur ». Franchement, son discours dit absolument tout de ce qu'il pense réellement d'une alliance avec l'extrême droite. L'extrême droite menace l'Europe, la gauche vous fait peur. La gauche doit vous arracher un sentiment viscéral, puisque c'est la peur, c'est l'inquiétude. Et l'extrême droite, une inquiétude rationnelle. C'est pas bon pour l'Europe, c'est pas bon pour la stabilité, c'est pas ce que nous voulons pour l'Europe, etc., etc. Donc, il y a déjà là-dedans un affect et en réalité un espoir qui est de mater entièrement toute la gauche, particulièrement la gauche radicale, la gauche qui parle trop fort à l'Assemblée, etc. Le calcul, en fait, c'est de profiter de la division de la gauche pour être sûr de n'avoir aucune opposition en face de lui et de tenter le dernier coup de poker. C'est un coup de poker qu'on connaît depuis des années, c'est même Mitterrand qui a été un des premiers à l'expérimenter, c'est d'agiter le chiffon rouge de l'extrême droite. D'agiter le chiffon rouge de l'extrême droite pour dire vous voudriez quand même pas l'extrême droite au pouvoir, allez voter pour nous, revenez au bercail. Mais le problème c'est que ça fonctionne plus. C'est que vu tout ce qu'a fait Macron a déjà commencé à appliquer le programme du RN en France, que ce soit sur les questions immigration, que ce soit sur les questions d'aide sociale. La réforme de l'assurance chômage a été saluée par le RN et d'ailleurs le RN était prêt à voter dessus si ça n'avait pas été interrompu par la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc le discours anti-assistanat, le discours anti-immigration, c'est déjà quelque chose que Macron a mis en place. Et en fait, c'est exactement tout ça. C'est que c'est un dernier coup de poker pour reprendre un petit peu le contrôle sur tout ça. Là, sur les trans, c'est passé ou pas ? Du coup, elle est mise en suspens. Elle était passée au Sénat, mais du coup, elle est mise en suspens et elle ne reviendra pas à l'Assemblée avant un bon moment. Est-ce qu'il ne veut pas aussi un gouvernement d'une unité nationale pour revigorer son parti ? Justement, c'est pas extrêmement clair. Parce qu'il tente un dernier coup de poker pour reprendre la main sur la politique française, pour justement agiter ce chiffon rouge de l'extrême droite, alors que ça fonctionne plus du tout. Je sais pas à quel point il en a conscience. Et je sais pas à quel point son pari cynique, c'est de faire une cohabitation avec le RN pour après les rebattre en 2027, etc., etc. Ça fait partie du flou, ça fait partie de ce qu'on sait pas exactement, ça fait partie de ce qui se passe dans le flou de sa tête. Mais concrètement, le pari qui était clair, c'est de toutes les façons, la gauche est divisée, donc c'est moi tout seul contre le RN. Donc là, vraiment, le barrage, il peut se mettre en place. Là, vraiment, je peux leur dire de revenir au bercail. À l'annonce de cette dissolution, plusieurs réactions. Marine Le Pen a pris la parole, a dit on est prêt. Voilà, hop, on est prêt à gouverner, on se réjouit de la dissolution, let's go, c'est notre tour. Concrètement, c'est ça l'ambiance au RN, c'est en mode c'est notre tour, etc. Les macronistes, eux, ne s'y attendaient pas du tout. La plupart d'ailleurs n'étaient même pas au courant que Macron comptait faire ça. Et en fait, ça a été un grand désarroi. On a vu les images de LCI au QG des macronistes avec le mec qui était en mode c'est la pire idée du monde, pourquoi il a fait ça, etc. Enfin, le militant qui dit ça. C'est pas une bonne décision, il fait la même connerie que Chirac, je pense. Je pense que le RN va continuer dans sa dynamique. Il y a Yaël Braun-Pivet, donc, qui était présidente de l'Assemblée nationale, qui a dit qu'elle n'était pas d'accord, qu'il suffisait de faire justement un gouvernement d'unité nationale au lieu de dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc moi, je pense qu'il y avait un autre chemin qui était le chemin d'une coalition, d'un pacte de gouvernement. Donc il y a eu quand même une stupeur chez les macronistes. Et en fait, concrètement, ce qu'a fait Macron en faisant ça, c'est détruire le parti. Parce que qu'ont annoncé les macronistes dans la foulée ? Ils ont annoncé qu'ils ne présenteraient aucun nouveau candidat. Ça, c'est très intéressant. Aucun nouveau candidat macroniste. Seuls les députés sortants vont disputer leur réélection. Et ils soutiendront tous les candidats de l'arc républicain. Ça veut dire tout le monde de LR, OPS, et éventuellement ELV s'il dit suffisamment que Mélenchon est un dictateur. Donc Macron a tué son parti. Mais en même temps,
Macron a tué son parti dans un contexte où son parti était déjà en train de mourir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on commentait l'Assemblée nationale sur ces 6-8 derniers mois, notamment sur la réforme de l'assurance chômage, mais pas que, on parlait beaucoup de l'aile gauche des macronistes. C'est un truc qu'on a vu notamment dans cette fameuse loi immigration où tu avais la fameuse photo de Sacha Houlié, Fabien Roussel, etc., qui disaient on va faire une clause sociale pour régulariser les travailleurs dans les métiers en tension, etc. Il y avait déjà une espèce d'aile gauche macroniste qui commençait à en avoir un peu ras le cul de se faire rouler dessus. C'était déjà un petit peu le cas dans la mandature précédente, mais là particulièrement. Et en fait, il y avait déjà une hémorragie chez les macronistes. T'as déjà plusieurs députés qui veulent pas se représenter, qui sont en mode bon allez c'est fini la vie politique, j'en ai marre, ça me saoule, vous êtes des chiens. C'est ça, ils ont aucun ancrage local. Aucune personnalité connue, à part les grands barons et les fidèles de Macron, aucun n'a véritablement émergé sur la sphère politique. Et en fait, ce qu'a fait Macron, en fait, c'est tout simplement, concrètement, détruire son parti, se resserrer sur sa garde rapprochée, mais parce que de toute façon, son parti était déjà en état de décrépitude et son parti était déjà en état d'implosion. Et pourquoi il ouvre à l'arc républicain ? Parce que du coup, c'est les macronistes de gauche qui veulent tenter leur ticket avec le PS, vous inquiétez pas, vous êtes encore chez nous. Donc c'est une façon de rebattre les cartes et de refaire un front. Il a fait un plan social dans son parti, oui concrètement c'est ça. Par exemple, Clément Beaune a annoncé se présenter librement, donc sans étiquette à l'REM alors que c'est un ancien ministre. Exactement. Donc immense coup de tonnerre et qui détruit LREM mais qui était déjà détruit. La réaction chez les Insoumis, c'était on ne craint pas le peuple. C'était vraiment le mot d'ordre de la soirée, c'était on salue la dissolution parce que de toute façon Macron n'a aucune légitimité, c'est ce qu'on dit depuis le début. On craint pas le peuple, on va aux élections. On fait la gagne, il faut l'unité, mais à la condition de la clarté. Puisque, qu'est-ce que j'étais en train de rappeler tout à l'heure, c'est que depuis le début des européennes, la France insoumise, qui avait une analyse stratégique quand même un petit peu conséquente, avait dit si on part pas unis, on est mort. C'était pareil pour les sénatoriales d'ailleurs. Au sénatorial, la France insoumise avait proposé des unions absolument partout, même en proposant de prendre des circos qui n'étaient pas forcément gagnables, mais qui étaient des circos où potentiellement on peut faire reculer le RN, etc., etc. Et déjà, pendant les élections sénatoriales, il y avait eu un front de la gauche contre LFI, où LFI s'était fait dégager de tout accord d'union en mode non, on part ensemble avec le PCF, le PSE, LV et les Insoumis, vous dégagez, on vous enterre. Donc il y avait déjà ce constat-là que la NUPES, qui avait été un immense espoir, avait été enterrée dès le lendemain, avec Fabien Roussel qui, dès le lendemain de l'élection, commence à dire non, mais la NUPES c'est dépassé, on en a marre. Donc depuis le début, la France Insoumise avait dit si on part pas unis, on est mort. Si on n'a pas un programme clair, les gens vont plus nous faire confiance et ce qui se joue, c'est pas uniquement nos sièges, c'est c'est la consolidation de la gauche sur le long terme. Et donc c'est ce qui a été rappelé en fait le soir. Après l'annonce de dissolution de Macron, c'est ce qui a été rappelé du côté France Insoumise. C'est il faut de la clarté. Vous avez enterré la NUPES dès que vous en avez eu l'occasion, dès qu'on a eu le dos tourné. Là on peut pas refaire la même chose. Ce qu'il faut c'est le programme, ce qu'il faut c'est des trucs sur lesquels on s'était mis d'accord et on va repartir sur ces bases. L'unité oui, mais la clarté avant tout. Et du côté de l'extrême droite de Marion Maréchal a appelé à une coalition des droites et en a profité pour évincer un petit peu Zemmour. Parce que ce qui se jouait en parallèle chez Reconquête, alors là du coup attention, je vais vraiment sur plein de tableaux, mais comme ça vous avez le tableau complet. Pendant ces élections européennes, Reconquête s'est énormément divisé. Le clan Marion Maréchal et le clan Zemmour, globalement, ne se parlaient pas. Ils se détestaient, globalement, voilà. Et du coup, tout le monde s'est foutu de la gueule de Zemmour en mode ah bah alors, t'as fait le bénévole, mais du coup, t'étais trop juif, t'étais trop arabe, t'étais trop juif pour pour que les racistes te fassent confiance, PTDR, quoi. Mais concrètement, c'est ça. C'est que il y a cette volonté en fait de Marion Maréchal de reprendre finalement l'appareil de Reconquête, d'évincer Zemmour qui est trop gênant, qui prend trop de place, qui est trop médiatique et de reprendre sa place centrale. Du coup Marion Maréchal a dit on appelle à l'union des droites, génial, je vais me réunir avec Tata, même si je la déteste, ce sera moins pire que Zemmour. Et donc c'est ce qui s'est passé chez Reconquête. Et dans le reste de la soirée, du 9 juin, on reste sur la soirée du 9 juin pour l'instant, on arrivera après sur lundi. Dans le reste de la soirée, il y a eu des appels au rassemblement des gauches un petit peu partout, avec, encore une fois, plusieurs sons de cloche désorganisés. Il y avait un mot d'ordre général. Il faut faire l'union, on peut pas y aller désunis, si on y va désunis, on est mort. Pour les européennes, tiens, c'est marrant ça. Parce que, pour ouvrir une petite parenthèse, c'est pas qu'une question de il faut faire l'union. C'est une question d'analyse stratégique. C'est que jusqu'ici, seule la France Insoumise a eu l'analyse stratégique correcte et a été transparente sur son analyse stratégique et a eu les bonnes prédictions. Donc il y a aussi un truc de vous êtes bien gentil, mais si vous voulez vous débarrasser de nous, vous débarrassez aussi des seuls qui sont capables d'analyser la situation correctement. Bref. Donc, dans le reste de la soirée, plusieurs appels au rassemblement. Il y a un premier rassemblement qui se place à République, où les premiers qui arrivent sont les écolos et Place Publique. C'est un petit peu le rassemblement où on voit tous les tweetos, un peu sauce d'Ève, les Mathilde Larère, les François Mal au Sénat,
Masséna, etc. C'est un petit peu le rassemblement des écolos et de place publique. Pendant ce temps, les insoumis qui sont déjà à Stalingrad appellent à converger à Stalingrad et ensuite font converger le rassemblement de Stalingrad vers République. C'est déjà une belle symbolique sur un petit peu ce que signifie cette union de la gauche. C'est que t'as la gauche, on va dire non insoumise, qui a déjà des atomes crochus naturels entre elles et qui sait déjà comment se rassembler entre elles, et la France insoumise qui arrive et qui fait une démonstration de force. Parce qu'on est arrivé en masse quand même dans ce rassemblement-là. Et donc cette idée-là permanente où finalement ce rapport de force-là n'est pas éteint, et c'est sur la base de ce rapport de force-là que vont se passer les jours suivants. Et il y a plusieurs sons de cloche qui commencent à arriver dans la soirée. Je vous parlais de Autain de 20h03, la Clémentine Autain de 21h50, dit tout autre chose. Pourquoi j'ai Clémentine Autain? C'est parce que c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait ça a été la plus rapide à tweeter, donc c'est assez intéressant de voir parce que, encore une fois, on est sur la soirée du 9 juin, la soirée du 9 juin, celle de la désorganisation. Et pourquoi je vous cite l'étude de Autain? C'est encore une fois, c'est pas pour taper sur elle, mais c'est parce que comme c'était systématiquement la première à tweeter et la première à partir bille en tête, je trouve que c'est une bonne boussole de cette désorganisation. Parce qu'elle-même a fait preuve de désorganisation, elle a tweeté sans même consulter qui que ce soit, etc. Et du coup, elle permet de montrer un petit peu à quel point chacun est parti dans son coin sans vraiment savoir comment ça allait se faire. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Je propose une réunion dans les plus brefs délais de toutes les députées de gauche et écologistes pour faire front commun. Donc encore une fois, c'est tout comme son premier tweet de la soirée, c'était l'instinct, on va dire, de on enterre la gauche jusqu'ici et on part dans notre coin, on reconstruit tout sur nos bases, Big Bang de la gauche, etc. à l'ancienne. On parie sur la défaite pour faire notre beurre dessus. Après l'annonce de la dissolution, c'était du coup, il faut faire l'union, mais on sait pas trop comment. Et du coup, Clémentine Autain qui dit je propose une réunion comme si elle avait quoi que ce soit à proposer. Donc mais en tout cas voilà, donc ça témoigne que le soir du 9 juin, on veut faire l'union. Tout le monde veut revendiquer l'union et surtout personne ne sait sur quelle base elle va se faire parce qu'on a passé toutes les européennes à se taper dessus. Et que, encore une fois, comme je vous le disais à l'instant, Glucksmann, dès son premier discours de post-résultat des européennes, a voulu s'imposer, y compris par rapport au PS, comme le leader de la gauche. Alors que de base, il n'était pas censé prendre l'appareil de parti du PS. Encore une fois, Glucksmann, le but c'était d'en faire un outil qui permettent de faire des résultats pas trop dégueux aux européennes, qui temporisent par rapport au PS le temps que le PS répare ses fractures. Et là, Glucksmann, il fait quoi? Il fait un putsch à l'intérieur du PS. Ce qui n'a aucun sens par rapport, disons, à ce qu'avait en tête Olivier Faure quand il allait chercher Glucksmann. Et ensuite, à 22h11, François Ruffin, du coup, encore une fois, même instinct, une seule bannière, Front Populaire. Nous appelons Olivier Faure, Fabien Roussel, Marine Tondelier, Manuel Bompard à la portée ensemble, insoumis, communistes, socialistes, écologistes, unis, pour éviter le pire, pour gagner. Alors là, du coup, c'est intéressant. C'est sur cette base-là que tout le monde dit que le Front Populaire, c'est grâce à Ruffin. Encore une fois, tentative de revendiquer le front. C'est nous appelons, nous qui appelle qui? Du coup, les signataires du truc qu'il a fait dans son coin pendant ce temps. Les signataires du truc qu'il avait prévu pendant ce temps. Voilà, il y avait François Ruffin, Sébastien Jumel, c'est Marie-Charlotte Garin, Sébastien Pétavy, Sophie Talipolian, Nicolas Sansu, Damien Maudet, Karine Lebon, Léla Chaibi, Emeline Kabidi de GDR. Ok, je connaissais pas. Ok. Pourquoi c'est une trahison? Attendez. Je ne parle pas de trahison. C'était prévu. Comment dire? C'était quelque chose qui était prévu de longue date. Et disons que si on parle de trahison, c'était une trahison qui était prévue de longue date et sur d'autres termes. Mais en fait, il n'y a pas de trahison parce que François Ruffin n'a jamais fait partie de la France insoumise. Pas plus que Clémentine Autain. Ils ont des appareils de parti distincts, ils ont leur micro-parti à eux, et ils avaient prévu depuis un bon moment de faire leur propre truc. Encore une fois, ça fait des mois qu'on lit des articles ici et là sur leur petit dîner en ville pour prévoir l'après-européenne, reconstruire la gauche sans Mélenchon, etc., etc. Donc c'était quelque chose qui était déjà prévu. Ce n'est pas une trahison dans le sens où ils n'ont jamais fait partie de la France insoumise, donc ils n'ont pas à trahir la France insoumise, puisque c'est pas comme s'ils faisaient une scission, quoi. Bref. Simplement, la dissolution a accéléré leur plan et les a fait partir comme des pets de lapin sans se coordonner. C'est-à-dire qu'ils avaient tous prévu de tweeter dès l'annonce des résultats pour tirer la couverture à eux et pour forcer leurs autres de leurs camarades avec qui ils étaient allés dîner tous les mois précédents de dire « Ah, c'est moi qui décide, non, c'est moi qui décide, non, c'est chez moi on fait ça, non, c'est chez moi on fait ça, etc. » Ils avaient déjà prévu de se tirer dans les pattes et de ramener la couverture à eux. Mais là, la dissolution a ajouté une autre gravité où du coup, ils ont eu un intérêt à tirer vers eux, non pas la reconstruction de la gauche, mais plutôt l'appel à l'union. Le fait de dire que c'est Ruffin qui a appelé à l'union ou c'est Autain qui a appelé à l'union, etc., etc. Parce qu'ils savent très bien que derrière, comme tout le monde aime l'union, il va y avoir un capital sympathie à la personne qui est à l'origine de cette union. Donc c'est plutôt là-dessus qu'est la manipulation, on va dire. Et ça a fonctionné pour Ruffin parce que lorsque vous lisez le live du Monde, le Monde décrit l'union de la gauche comme appelée par François Ruffin, alors que ce n'est absolument pas le cas.
Encore une fois, François Ruffin avait déjà son petit groupe de personnes avec qui il voulait faire son truc. Il avait déjà prévu comment dire, il avait déjà prévu le site internet, il avait juste pas décidé du nom de domaine. Et il a décidé du nom de domaine au dernier moment parce que c'est Front Populaire et que du coup c'était l'unité populaire. Ça aurait été un autre nom de domaine s'il n'y avait pas eu la dissolution et que ça aurait été juste la gauche sort divisée des européennes et oh let's go, on fait une autre gauche et du coup on aurait appelé ça autrement quoi. Je vous remets dans la chronologie. On est le soir du dimanche 9 juin. Macron a annoncé la dissolution. Il y a des appels à l'union qui sont encore très décousus, peu structurés, très peu coordonnés. Chacun essaye de peser et de tirer la couverture à soi, y compris des personnes individuelles, y compris des micro-partis, mais y compris des gros partis, tout comme la France Insoumise. Quand Mélenchon il dit il faut la clarté, c'est une façon de donner un cap aussi. Donc bref, on va pas se mentir que voilà, chacun tire la couverture à soi, mais il n'y a pas encore de structuration de cette union. Et on a aussi 2 tentatives, on va dire, je vais pas dire de putsch, mais 2 tentatives de débordement de leurs propres appareils de parti. Encore une fois, c'est en termes très vagues de dire appareil de parti pour Ruffin, puisque son appareil de parti c'est Picardie Debout. Mais comme il est élu sous l'étiquette France Insoumise, c'est à ça qu'il est rattaché. Donc on va rentrer ça dans la tentative de débordement. Tentative de débordement, c'est-à-dire, on a d'un côté Raphaël Glucksmann qui profite de ses résultats aux européennes et de la dissolution pour faire un putsch à l'intérieur du PS. C'est ça qui s'est passé, lorsqu'il s'est présenté comme le chef de la gauche, qu'il a parlé en son nom, qu'il a dit nous, alors même que il n'y avait pas encore eu de rassemblement du bureau du PS pour décider ce qu'ils allaient faire. C'est sa façon de faire son putsch, donc de déborder l'appareil de parti du PS de son côté et à partir de sa légitimité nouvellement acquise aux européennes. Et de l'autre côté, t'as François Ruffin qui, au travers justement de la revendication de l'union, essaye de déborder le reste des appareils de parti pour s'improviser en chef d'une union qui serait sous son égide, mais en fait qu'il n'a pas du tout négocié lui-même. Donc c'est les 2 tentatives de débordement qui arrivent. Lundi, ça a été une journée d'incertitude. Incertitude pourquoi ? Puisque, encore une fois, François Ruffin a créé sa plateforme en vitesse. Dessus, il y a des noms que les gens ils sont en mode, mais ça sort d'où ces noms-là ? Ils avaient déjà prévu ça depuis le début. Pourquoi ils n'ont pas inclus les appareils de parti ? Pourquoi, etc. Donc là, Ruffin a lancé sa plateforme. La tentative de débordement des appareils de parti de gauche est présente. Il commence à spammer un petit peu partout. Union populaire, c'est sur mon site, rejoignez mon site. Il commence à revendiquer 100 000 personnes qui ont adhéré à son site, etc., etc. Donc, le lundi, c'est une journée de confusion à gauche. Glucksmann, de son côté, il tient la ligne anti-FI. En gros, il dit la même chose que ce qu'il a dit la veille. Il dit « c'est pas bien la violence en politique, les insoumis ils sont méchants, ils parlent trop fort, et puis nous on est pour l'Europe, on est pour l'Ukraine, on veut pas dire génocide à Gaza, et du coup on veut une ligne européiste bien au centre. » Les macronistes de leur côté, ils jouent la carte de l'arc républicain. Donc ils annoncent officiellement du coup de ne présenter aucun nouveau candidat que les sortants et soutenir ceux qui sont dans l'arc républicain. Donc les macronistes, ils essayent de jouer justement sur la division de la gauche pour les grappiller. C'est exactement, en fait, les macronistes concrètement ce qu'ils font, c'est exactement la même stratégie que lorsque Macron est arrivé au pouvoir. Lorsque Macron est arrivé au pouvoir, il a fait s'effondrer le PS, il s'est récupéré les éléphants du PS. Il y a quelques éléphants de LR qui sont partis aussi, mais concrètement c'est le PS qui l'a fait s'effondrer. Parce qu'il a dit, on n'est ni de droite ni de gauche, c'est le nouvel arc, venez avec nous. Et là en fait ce qu'ont fait les macronistes c'est exactement pareil. C'est, vas-y, nous on n'existe pas, on a tué notre parti, venez, on fait l'arc républicain ensemble, on va vous soutenir si vous êtes gentils avec nous, et c'est sur cette base-là qu'on va faire une nouvelle union, et comme ça on détruit la gauche, et on détruit aussi la droite. Donc c'est exactement ça, à chaque fois en fait les macronistes ce qu'ils font, c'est qu'ils sautent à pieds joints dans le ravin, et ils essaient de créer un glissement de terrain. Et du coup, c'est l'effet justement de ce glissement de terrain du centre de ces différents partis, donc du centre gauche et du centre droit, qui est du coup cette fameuse annonce de soutenir tous les candidats qui seront dans l'arc républicain. En début d'après-midi, il commence à y avoir dans la presse, sur Twitter, chez les journalistes, etc., une espèce de petite musique de oh, c'est Ruffin qui reprend le lead de la gauche, oh, c'est Ruffin qui a des ambitions, etc. Ruffin réussit à capter l'attention médiatique et beaucoup de gens commencent très très vite à se réjouir et à commencer à dire à Ruffin, donc on a voilà la matinale de France Inter, où on a Ruffin et Olivier Faure qui sont ensemble à la matinale de France Inter, ce qui est déjà un move assez intéressant. C'est que du coup, au travers de la matinale de France Inter, Faure essaie de reprendre le pouvoir sur son appareil de parti en disant non, c'est pas Glucksmann, c'est moi qui décide. Et regardez, je parle avec Ruffin, même si c'est un méchant dans insoumis et que Glucksmann l'aime pas. C'est pas un insoumis Ruffin, mais vous avez compris quoi. Globalement, c'est un gauchiste et il l'aime pas. Donc déjà, cette matinale de France Inter avec Faure et Ruffin, c'est déjà une façon de rebattre les cartes pour le PS, de ramener la couverture au niveau d'Olivier Faure, pour Ruffin aussi de profiter de ça pour s'imposer comme le chef de l'Union, pour s'imposer comme celui qui réussit à faire la synthèse, à tourner la page du mélenchonisme,
incapable de répondre à la moindre question de ce qu'on fait de Mélenchon, mais au moins, bon, l'avantage, c'est qu'on sait qu'il va pas se présenter, donc au moins, on n'aura pas à se poser la question. On a un petit peu ce truc-là, où il y a un petit emballement médiatique autour de Ruffin, et beaucoup de personnes anti-Mélenchon qui commencent à s'en réjouir. Donc nous, on commence à avoir quelques red flags un petit peu partout, parce qu'on est en mode, oulala, là, il commence à sucer Ruffin, parce qu'il donne des gages qu'il n'est pas mélenchoniste, que c'est pas la France insoumise, ça va, c'est Picardie debout, il est gentil. Il a écrit des petites lettres à Raphaël Glucksmann pendant la campagne, donc ça va, il s'est parlé à l'écrit, il s'est parlé de façon calme, contrairement aux autres qui hurlent à l'Assemblée nationale. Et finalement, c'est peut-être l'alternative de transition qui nous permettra de tourner la page définitivement du mélenchonisme. Et là, on ne parle pas de Mélenchon, on parle du mélenchonisme. Parce qu'il ne faut pas vous y tromper. Lorsqu'ils disent « Est-ce que vous allez faire sans Mélenchon ?» etc. Même si c'est sans Mélenchon, on va demander « Et Mathilde Panot, quand même, elle a un petit peu parlé fort. Et quand même, vous ne trouvez pas quand même que Danielle Obono, elle parle un petit peu trop au quartier populaire. Et Sébastien Delogu, qui s'est fait quand même sanctionner à l'Assemblée nationale. » Et donc voilà, en fait, parce que derrière Mélenchon, ils ne parlent pas de Mélenchon, ils savent très bien que Mélenchon, il ne va pas se représenter. Mélenchon, il a dit « Je suis à la retraite, je suis pas en retrait, mais je suis à la retraite. » C'est toute la ligne mélenchoniste en fait qui est visée derrière tout ça. C'est ça, c'est toute la ligne de rupture. L'après-midi se passe dans cette confusion-là et dans cette inquiétude aussi de mon côté, on va dire. En fin d'après-midi, il y a une réunion des partis de gauche. Donc les différents partis de gauche, donc on a Bompard, Tondelier, Faure, Roussel et tous leurs lieutenants, etc., qui se réunissent aux locaux de ELV. Les locaux de ELV, c'est un terrain neutre. Parce que ELV a fait un résultat de merde, du coup, ils ne peuvent pas revendiquer la moindre hégémonie à gauche. Donc, c'est l'équivalent du terrain neutre, c'est chez ELV. Réunion en fin d'après-midi pour convenir les bases d'une union. Et pendant ce temps, pendant la réunion, Olivier Faure et Aurore Lalucq sortent un communiqué PS Place Publique qui essaie de couper l'herbe sous le pied un peu à l'union. Place Publique, donc Glucksmann, etc. Mais aussi Olivier Faure, c'est assez intéressant. Donc voilà, Parti Socialiste et Place Publique. Donc Aurore Lalucq, coprésidente de Place Publique. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Qui sortent un communiqué, blablabla, moment de bascule, c'est grave, c'est très très grave, Macron il a dissous, etc. Pour réveiller l'espoir et porter l'alternative, voilà le cap clair que nous énonçons. Le soutien au progrès de la construction européenne, à la réindustrialisation du continent, à l'Europe de la défense, à l'Union européenne comme espace pertinent pour sortir de nos dépendances en matière alimentaire, médicale, industrielle, énergétique, militaire. Donc ça, c'est l'alignement derrière le programme de Raphaël Glucksmann aux élections européennes. C'est tout ce qu'il pouvait faire. En fait, le Parti Socialiste, à ce stade, n'a toujours pas clarifié sa ligne à l'interne. Certains au Parti Socialiste ont déjà tourné le dos au programme de la NUPES, mais d'autres à l'Assemblée nationale ont continué de défendre le programme de la NUPES. Donc le Parti Socialiste est incapable de donner un cap programmatique clair. Ils n'ont toujours pas réglé leurs différends. Il y a les éléphants du PS qui veulent revenir avec Glucksmann, sa ligne atlantiste et sa ligne libérale. Et de l'autre côté, t'as Faure qui dit on a quand même défendu des trucs à l'Assemblée nationale, quand même, d'accord. Donc la seule capacité, le seul truc qu'ils sont en capacité de faire, le seul consensus qu'ils ont, c'est le programme qu'ils ont convenu pour Raphaël Glucksmann pour les élections européennes. Donc c'est vous dire leur impréparation. Encore une fois, tout se fait dans la précipitation. Ils prennent ce qu'ils ont à disposition et ils le mettent. Parce que vous remarquerez que tout ça c'est le premier point, c'est tout le programme des européennes de Glucksmann, globalement. Et après, c'est des petites phrases qui font 5 mots, quoi. Donc c'est des petites phrases pour faire gentil, pour faire croire que leur programme n'est pas absolument vide. Soutien indéfectible à la résistance ukrainienne, respect total des frontières, libération des otages du Hamas, cessez-le-feu à Gaza, reconnaissance d'un État palestinien, reconnaissez l'ordre dans lequel c'est mis, qui est un ordre qui est totalement, qui est pas du tout logique, hein. Parce que comment tu libères les otages si tu fais pas un cessez-le-feu, tu vas les récupérer sous les bombes. Bonne chance pour qu'ils ne se fassent pas trucider comme c'est déjà le cas, bref. Et la reconnaissance de l'État palestinien, encore une fois, c'est un préalable aussi à absolument tout ça. Donc ils ont tout mis à l'envers, quoi. Soutien et amélioration de la qualité des services publics. Encore une fois, ça ne veut rien dire. On a un parti socialiste qui est encore libéral, qui a signé un programme de la NUPES qu'une bonne partie ont désavoué juste après. Ils sont incapables d'avoir une ligne sociale claire, de savoir combien de thunes ils vont mettre. Du coup, ils disent soutien et amélioration de la qualité des services publics, hôpitaux, écoles, universités. Donc on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils vont refaire la peinture? Ils vont envoyer des petites médailles en chocolat, genre soutien, on vous soutient, bravo. Voilà, ça ne veut absolument rien dire. C'est une façon finalement de dire regardez, on est un peu social, on est un peu de gauche, mais sans avoir à trancher des lignes que le PS est incapable de trancher. Augmentation du pouvoir d'achat des Français, salaire, énergie, logement, encore une fois, ça veut absolument rien dire. Énergie, on parlait de l'Europe tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez faire du coup de la politique énergétique européenne qui est à l'origine de la spéculation et donc de la hausse des prix du marché de l'énergie aujourd'hui, qui est responsable de la baisse du pouvoir d'achat des Français. Est-ce que vous allez mettre en place un blocage des prix, comme c'était revendiqué dans le programme de la NUPES? Enfin bref, c'est des phrases absolument creuses, c'est des phrases qui sont des phrases de bonne intention, c'est des phrases qui sont des espèces de dog whistle de regarder, on est un petit peu de gauche, mais qui n'ont rien de concret derrière. Abrogation de la réforme des retraites, parce que ça mange pas de pain et que quand même faut
quand même, bon, Glucksmann, il nous a quand même fait chier à dire que c'était pas son délire d'aller manifester. Annulation de la réforme de l'assurance chômage, taxation des super profits et des super riches, accélération de la transition écologique. Encore une fois, accélération de la transition. Comment? Pourquoi? Comment elle a été déjà commencée la transition? Vous l'avez accélérée sur quelle base? Ok, d'accord. En fait, ça c'est juste pour dire, regardez, on est écolo, les écolos votez pour nous. Hein, c'est juste pour dire ça, incollamment. C'est en mode, regardez, on pense aussi à l'écologie. Lutte pour l'égalité femmes-hommes, parce que ça mange pas de pain. Rejet de la brutalisation des débats publics et de la violence physique ou verbale. Qui est une phrase prise dans le discours de victoire de Raphaël Glucksmann. Parce que quand il parle de la brutalisation du débat public, il parle pas des fachos qui vont tabasser des arabes dans la rue. Sinon, ils auraient vraiment mis un truc contre le racisme et contre le fascisme. Pensez pas. Et quand ils disent violence physique ou verbale, c'est parce que violence verbale, ça fait trop bourgeois. Du coup, ils disent violence physique ou verbale, hein. Ou verbale. Hein. C'est-à-dire qu'alors, donc ça, ce communiqué, il sort à 6h34 du soir. Donc là, il est 18h. Les partis de la gauche, en gros, les composantes de la NUPES, sont au locaux de ELV en train de négocier les bases d'une union. Et pendant ce temps, encore une fois, tentative de débordement sur débordement, l'EPS et Place Publique font pression d'ores et déjà, posent leur ligne rouge alors même que rien n'a encore été décidé. Et pendant ce temps, les médias ont choisi leur préféré. Encore une fois, les partis de gauche sont en train de négocier. Le 20h voit s'affronter Marine Le Pen sur TF1 et Glucksmann sur France 2. Les médias ont déjà choisi derrière qui ils allaient se rallier. TF1 choisit Marine Le Pen, France 2 invite Glucksmann. Glucksmann qui en profite pour poser des conditions unilatérales dans la veine du communiqué paru plus tôt, mais aussi qui vont beaucoup plus loin. On va regarder ça tout de suite, puisque c'est aussi un truc qui est intéressant. Je vous parle de débordement depuis tout à l'heure. Ruffin qui fait une tentative de débordement de l'appareil de campagne de la France Insoumise, Glucksmann qui fait une tentative de débordement et de putsch du Parti Socialiste au profit des éléphants du PS qui sont de son côté. Et donc c'est tout le sens de ce qu'il fait. Il profite du 20h pour accentuer son débordement, pour dire « je m'en bats les couilles de ce qu'ils sont en train de décider, c'est moi le PS, c'est moi la gauche, moi je dis ça ». Oui, pardon, les éléphants, c'est une expression pour parler un petit peu des vieux cadres. Les éléphants, c'est vraiment les vieux animaux qui trompent énormément, globalement. C'est les fossiles. Il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche, donc voilà les conditions. Voilà, c'est je suis en tête à gauche, donc c'est moi qui pose les conditions. Donc Olivier Faure, ferme ta gueule, parce que c'est ça qu'il veut dire aussi. C'est l'appareil de parti du PS, je m'en bats les couilles, c'est moi le chef maintenant, je fais mon Macron mental, c'est moi le chef maintenant, le rapport de force c'est moi qui décide, c'est pas le parti qui décide, c'est pas Olivier Faure. Donc c'est, encore une fois, la journée du lundi, c'est plusieurs tentatives de débordement des appareils de parti, particulièrement entre LFI et le PS. D'abord, un soutien indéfectible à la construction européenne. Ensuite, un soutien indéfectible à la résistance ukrainienne, car l'avenir du continent ukrainien se joue en Ukraine en ce moment. Et pourquoi il parle de l'Europe? Ça n'a aucun sens. Pourquoi il parle de l'Europe? Bon, déjà, MDR, mais parce qu'en fait, encore une fois, sa seule légitimité à Glucksmann, c'est d'avoir fait un bon score aux européennes. C'est tout. À part aux européennes, il n'existe pas dans le PS. Donc c'est pour ça qu'il ne parle que de l'Europe, c'est que c'est le seul sujet sur lequel il est capable de parler et de cliver. Parce qu'il sait que sur l'Europe, ça va cliver avec la France Insoumise qui n'est pas sur les mêmes positions. Que ça va même cliver avec ELV, qui même si sur l'Ukraine ils sont un petit peu d'accord, sur les questions de Gaza, etc., ils ont sorti un communiqué qui était quand même un petit peu plus radical. Donc il sait exactement qu'en parlant de l'Europe, non seulement il impose sa ligne au PS en disant ce qui compte c'est les européennes, on s'en fout du reste, on s'en fout de votre parti, etc. Ce qui compte c'est que j'ai gagné aux européennes, lol c'est moi le chef. Mais aussi il s'assure de mettre des lignes rouges qui lui assurent de dégager la France Insoumise de toute possibilité d'accord. Alors même que, rappelez-vous, lorsque l'accord de la NUPES a été signé, il y avait des clauses de liberté de vote. Particulièrement sur certaines questions internationales. Sur certaines questions, je pense sur le nucléaire, je ne sais plus s'il a été viré de l'accord ou si c'était soumis à une liberté de vote. En gros, l'accord de la NUPES, c'était on fait un programme commun avec 600 propositions et on est d'accord sur si ça arrive à l'Assemblée nationale, on va tous voter en bloc, on sera tous d'accord là-dessus. Certaines propositions ont fait l'objet d'amendements et ont fait l'objet de liberté de vote. C'est-à-dire que là-dessus, on n'est pas tous d'accord. Donc, s'il y a un truc, je ne sais plus exactement sur quoi c'était, mais particulièrement sur les questions internationales, on se permet une liberté de vote, c'est-à-dire qu'on ne va pas voter en bloc. Chaque groupe votera comme il l'entend, mais ce n'est pas suffisant pour casser notre union, puisque notre union sur tous les autres sujets est beaucoup plus importante que sur ces peu de sujets. Il me semble que sur le nucléaire c'était le cas, mais je me rappelle plus exactement des détails. Donc, sachant que c'est possible de faire un accord où on se met d'accord de ne pas être d'accord ensemble, et d'éventuellement voter avec d'autres groupes pour aller chercher des majorités pour faire un bloc de circonstances, que ce soit sur le nucléaire, sur l'Ukraine, etc., etc. Donc, Glucksmann la pose des lignes rouges, qui ne sont pas forcément nécessaires, mais il pose des lignes rouges pour être sûr que ce soit suffisant pour se débarrasser de la gauche radicale. Un rejet, une abrogation de la réforme des retraites, de la réforme de l'assurance chômage et de la loi immigration. Une accélération de la transition écologique et, enfin,
un rejet de la brutalisation de la vie politique. Et encore une fois, un rejet de la brutalisation de la vie politique, c'est de dire on est la gauche respectable. Qu'est-ce que tu entends par débordement? Pardon. Qu'est-ce que j'entends par débordement? Un débordement, le mot débordement, je l'emploie à défaut de dire putsch. En fait, ce que fait Glucksmann à l'intérieur du Parti Socialiste, c'est un putsch. C'est-à-dire qu'il s'impose comme le chef. Il dit, c'est moi le chef, c'est moi qui décide de la ligne, taisez-vous. Et il utilise les médias et son exposition médiatique exceptionnelle pour faire ça. Du côté de François Ruffin, c'est un débordement dans le sens où il ne fait pas partie de l'appareil de parti de la France Insoumise. Il part tout seul, il crée son truc Front Populaire, il part bien en tête pour construire une contre-proposition qui rende obsolète toute proposition que proposera la France Insoumise derrière. Donc le débordement, en fait, ça veut dire que tu crées un pôle pour faire basculer le rapport de force de ton côté. Du côté de Glucksmann, c'est un putsch, mais c'est aussi un débordement parce qu'il se repose sur place publique pour faire ça. Donc c'est en fait une façon de ramener la couverture à soi et ramener aussi les forces militantes à soi dans un moment de confusion. C'est ça que j'entends par débordement. En gros, un débordement, c'est quand tu passes sur le côté de la défense adverse. Le putsch, c'est quand tu essaies de la forcer. Exactement la lyonnaise de trop. Donc Glucksmann fait un putsch, Ruffin fait un débordement, mais en fait, les deux sont deux types de débordements différents. En fait. Des insultes, des fake news, des calomnies. Et si ces conditions ne sont pas remplies, on ne fait pas ça. Est-ce que cela exclut la France Insoumise? Eh bien, ce que cela pose, c'est simplement qu'il y a des conditions. Que moi, je suis le garant d'un cap. Je l'ai promis aux 3 500 000 électrices et électeurs qui sont portés sur notre liste. Voilà, c'est moi, je suis le garant d'un cap. C'est moi le chef. C'est un putsch. Et c'est ce qui a poussé après Olivier Faure à lui dire ferme ta gueule. Avec ses conditions sur les fake news et les calomnies, il doit dégager. Bah oui, il s'est toujours pas désolidarisé du collectif Nous Vivrons, qui fait partie pourtant de ses soutiens de campagne. Je me suis engagé en politique pour des convictions. Je ne dévierai pas. Notre mission maintenant, c'est de faire en sorte que le Rassemblement national perde. Pourquoi il doit perdre? Parce qu'une France contrôlée par le Rassemblement... Il n'a pas dit que la gauche gagne. Il a dit le Rassemblement national doit perdre. Il n'a pas dit la gauche doit gagner. Ce qui fait sens avec ce qu'il a annoncé aujourd'hui, de vouloir un front large qui inclut aussi l'IOT, donc le groupe Liberté, Indépendance, Territoire, etc. Vous savez, le groupe avec Charles de Courson, etc. à l'Assemblée nationale, sur lequel tout le monde avait bandé parce qu'il avait voté pour la motion de censure. Ou alors il a déposé une motion de censure, je crois, pendant la réforme des retraites, je crois. Du coup, tout le monde avait commencé à bander dessus en mode « Ah, c'est le centre respectable », alors même que dedans, t'as la députée de Mayotte qui parle de grands remplacements à Mayotte, etc. quoi. Bref. Donc voilà. Son but, c'est pas de faire gagner la gauche. Son but, c'est de battre le RN, y compris en s'alliant au centre et éventuellement à certaines saveurs de la droite. Et en fait, il s'est baisé tout seul en faisant ça. Parce que en évacuant le signifiant de gauche, il a aussi évacué le PS qui était en train de discuter avec la gauche. Donc Glucksmann qui dit « je vais m'allier avec l'IOT, machin truc, on fait un front large, etc. » Finalement, il répète exactement le même discours que Macron de l'arc républicain. Et ça donne toute l'attitude au PS de lui dire « vas-y, dégage, fais ton truc dans ton coin, de toute façon, t'es député européen, tu vas rien faire. » Et en plus, en faisant ça, alors même que les partis de gauche n'avaient pas fini de discuter, c'est aussi très très mal reçu par Olivier Faure. Il a cru qu'il allait rallier qui? Glucksmann, encore une fois, il est le porte-parole des éléphants du PS. Il est le porte-parole de la ligne hollandiste, en fait, à l'intérieur du PS. Des Cazeneuve, des Hollande, des Cahuzac, des machins, etc. Donc en fait, en faisant ça, il essaye de peser dans le PS et de faire son push dans le PS pour redonner du poids à ces éléphants-là. Pour redonner du poids à cette vieille gauche dégoûtante. Mais en fait, le problème, c'est que cette vieille gauche dégoûtante, ça fait un moment qu'elle est un petit peu en galère. Et surtout, là, ils sont en panique pour leur siège de député. Tout simplement. Ils savent très bien que dans une triangulaire, s'ils opposent une triangulaire pour battre les Insoumis, c'est aussi eux qui vont se faire battre et c'est le RN qui va passer. Qu'ils n'ont plus aucune chance de se faire élire chez qui que ce soit. Et c'est ça, et la moitié est partie déjà chez Macron. Donc en fait, il essaie de ramener... En fait, c'est un peu le cheval de Troie des hollandistes à l'intérieur du PS, mais en fait, ce qu'il fait, c'est tout simplement acter une scission, tout simplement. Donc voilà. Donc pendant ce temps, les médias ont choisi... parce que du coup, pendant que Glucksmann parle aux 20h de France 2, en face, Marine Le Pen parle aux 20h de TF1. Donc les médias choisissent leur candidat, les médias choisissent leur tête de pont, parce qu'ils savent que Macron, il va faire campagne, il va énormément faire campagne pendant là, il a annoncé qu'il allait beaucoup parler pendant les 3 semaines qui arrivent là. Mais Glucksmann, on va dire, est déjà érigé un petit peu médiatiquement comme la figure un peu plus acceptable du macronisme. Et en fait, quelque part, les médias aimeraient plutôt que Glucksmann représente le Front républicain plutôt qu'il représente les affreux de la gauche qui essayent de s'unir, quoi. Et donc malgré tout, la journée du lundi est très confuse et on en sort à 22h. Les partis de gauche sortent de leur réunion avec un communiqué minimal, qu'on va lire tout de suite, mais qui acte quand même une union de principe
avec un front large. Et un front large qui inclut du coup les syndicats et les associations. Donc c'est en mode, on fait pas uniquement une union de partis, on fait un front populaire, on met les syndicats, les assos, etc. On appelle à manifester, etc., etc. On fait un truc qui n'est pas qu'un appareil de parti. Et donc ils appellent ça le nouveau front populaire. Parce que le terme Front populaire avait été imposé par Ruffin. Encore une fois, je vous dis, le reste de la journée du lundi, beaucoup de projecteurs médiatiques étaient braqués sur Ruffin. En mode, c'est Ruffin qui est à l'origine de l'union de la gauche, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, c'est pas le Front populaire, c'est le nouveau Front populaire. On impose déjà le logo, hop, on a la DA. On met en place tout ça. Donc c'est aussi, encore une fois, ils sortent finalement de cette réunion en ayant limité la casse côté Glucksmann qui disait des conneries à la télé pendant ce temps, et LFI en ayant limité la casse par rapport à Ruffin qui commençait à partir de son côté tout seul. Donc le communiqué, c'est quoi? Un communiqué minimal mais plutôt efficace. Quelques jours pour faire Front populaire. Nous avons échangé ce jour pour faire face à la situation historique du pays suite aux résultats de ces élections européennes et à la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous appelons à la constitution d'un nouveau Front populaire, rassemblant dans une forme inédite, nouvelle NUPES, non, dans une forme inédite toutes les forces de gauche humanistes, syndicales, associatives et citoyennes. Sans la DA insoumise, bien sûr. Les gens, dans la bataille politique, le premier qui sort le logo a gagné. Ça, c'est un truc que certains n'ont pas compris, visiblement. Voilà, avec les forces syndicales, associatives et citoyennes. C'est pas que union de partis, c'est on va faire une campagne large sur toute la société française. Nous souhaitons porter un programme de rupture, au pluriel, social et écologique pour construire une alternative à Emmanuel Macron et combattre le projet raciste de l'extrême droite. Le racisme qui était absent des discussions, à part du discours de Mélenchon la veille, et enfin de retour dans le discours de gauche. Enfin, c'est pas trop tôt. Dans chaque circonscription, nous voulons soutenir des candidatures uniques dès le premier tour. Attention, nous voulons soutenir des candidatures uniques dès le premier tour. Elles porteront un programme de rupture détaillant les mesures engagées dans les 100 premiers jours du gouvernement du nouveau Front populaire. Notre objectif est de gouverner pour répondre aux urgences démocratiques, écologiques, sociales et pour la paix. En écho à l'appel des syndicats ce soir et de la jeunesse, nous appelons à rejoindre les cortèges et manifester largement. À la manière dont nous gouvernerons sur un cap clair, nous voulons bâtir ce Front populaire avec toutes les forces qui partagent cette ambition et cet espoir. Pourquoi j'ai appuyé sur nous voulons? C'est que c'est un communiqué de principe. Concrètement, ils se sont mis d'accord sur le fait de faire un front uni. Ils se sont mis d'accord sur le fait de faire un front avec les syndicats, les assos et les citoyens. Ils se sont mis d'accord sur le fait de faire une campagne générale contre Macron et l'extrême droite. Ils se sont mis d'accord sur ça. Ce sur quoi ils ne se sont pas mis d'accord et ce sur quoi ils sont en train de se mettre d'accord en ce moment, c'est quelles candidatures on reconduit, particulièrement des anciennes candidatures de la NUPES, et quel programme on met en avant. Mais cela dit, il y a quand même cette centralité qui est obtenue par ça. Donc voilà, donc nouveau Front populaire avec les écologistes, la France insoumise, le PS, le PCF, le PS, et avec Place Publique, Génération GRS, et Place Publique quelques heures plus tard a annoncé se retirer du nouveau Front populaire. Je pense que c'était un petit peu un retour de bâton de Olivier Faure qui a fait signer Place Publique pour se venger de Glucksmann qui a fait signer le Parti Socialiste et qui a fait signer Olivier Faure sur son truc qui voulait tordre la main au PS. Bref, ça c'est les petits trucs ici et là, voilà, c'est la petite tambouille. Donc voilà. Il y a le NPA qui il me semble que le NPA a rejoint. Et parce qu'il y a marqué liste ouverte à signature. Donc là, ils ont appelé clairement, en fait, ce dont ils parlent, les syndicats, les autres assos, les partis, etc., à se joindre à ça et à signer le truc et à dire, voilà, on constitue ce front. Nous aussi, on veut en être. Mais justement, on veut en être. On n'en est pas encore. On n'a pas encore dessiné les contours. On n'a pas encore dessiné le programme. On n'a pas encore dessiné les candidatures. Alors c'est là où nous sommes rendus le lundi soir. On arrivera au mardi, ne vous inquiétez pas, et puis après on fera le bilan. Autre chose, que j'ai oublié avec Glucksmann. Glucksmann, dans son interview aux 20h, a annoncé vouloir présenter la candidature de Laurent Berger comme Premier ministre quand il aura gagné, parce que c'était lui le chef. Autre erreur stratégique. Encore une fois, au moment où tout le monde était en train de discuter de l'union de la gauche, précisément, pourquoi j'ai appuyé sur le « nous voulons », c'est que dans cette discussion, certains sujets qui fâchent ont été mis de côté. Particulièrement la question du Premier ou de la Première ministre, particulièrement la question de quelles investitures. On vous dit Quatennens, c'est Bayou, etc. Chaque chose en son temps. Calmez-vous, OMG. Les questions qui fâchent ont été mises de côté. Même le programme, même le contenu du programme, ils sont d'accord pour être sur un programme de rupture, mais ils n'ont pas encore été mis d'accord sur est-ce qu'on reprend le programme de la NUPES ou pas. Donc, ils ont fait une discussion où pour l'instant, ils mettent les désaccords de côté, ils verront le vif du sujet plus tard, mais pour l'instant ils veulent être d'accord sur le fait qu'il faut se mettre d'accord. En voulant annoncer Laurent Berger, qui était pour la retraite à points, je sais pas si vous vous rappelez la première réforme des retraites, celle qui a été arrêtée par le Covid, où il y avait les gilets jaunes, où tu avais une mobilisation des étudiants parce que tu avais Vidal en même temps qui voulait faire des trucs à l'université, etc. Bref, où il y avait plein de manifestations partout dans Paris au début de l'hiver 2019, enfin entre 2019 et 2020. Laurent Berger, il était pour la retraite à points, qui était une position totalement antisociale.
Donc, Laurent Berger, c'est un red flag. Laurent Berger, c'est quelqu'un qui est capable de parler avec les macronistes. Donc, encore une erreur monumentale, c'est que, il a franchi une ligne qui ne se fait pas lorsqu'il y a des partis qui discutent. Il a directement parlé des sujets qui fâchent. Il a directement dit, voilà mon Premier ministre. Il a directement imposé ce truc-là, alors que c'était même pas encore à l'ordre du jour. Et deuxième grosse erreur, c'est proposer Laurent Berger. C'est-à-dire non seulement déséquilibrer l'équilibre syndical, puisque c'est proposer la CFDT au profit au détriment de la CGT, qui est quand même un déséquilibre en fait des forces en présence dans les syndicats qui est quand même assez majeur, ce qui est en fait une imposition finalement d'une seule ligne au niveau des luttes syndicales. Donc non seulement ça, mais en plus de ça, à rebours de ce qui est en train de se faire déjà par rapport aux syndicats qui appellent au Front populaire. Place publique est-il un mouvement assez fort pour présenter des candidats dans toutes les circos? Non, pas dans toutes les circos. Ils seront capables d'en présenter dans certaines circos. L'avantage des législatives, c'est que tu peux parachuter des gens, donc ils pourront cibler les circos dans lesquels Glucksmann a fait le plus de points pendant les européennes. Ils pourront se donner des circos gratos qui en fait sont pas du tout gratos parce qu'on ne fait pas pareil aux européennes, mais bref. Mais ils pourront pas présenter partout. Ça, c'est la gauche. Encore une fois, on est encore dans la journée du lundi. On quitte la gauche et on arrive à la droite et ça va nous permettre de faire la transition à la journée de mardi. La droite n'a pas non plus chômé lundi. Lundi, ce qui s'est passé, c'est que du côté de la droite, il y a eu des rencontres entre le RN et Reconquête, donc entre du coup Marine Le Pen et Marion Maréchal, pour cette coalition de l'extrême droite que Marion Maréchal appelait à ses vœux le soir des résultats des européennes. À l'intérieur de Les Républicains, il commence à y avoir certains sons de cloche qui arrivent, notamment le camp de Éric Ciotti, qui commence à dire qu'ils veulent se rallier au RN, qu'ils veulent se rallier à l'extrême droite et à cette fameuse union de la gauche. Donc le camp Ciotti est plutôt favorable à un alliement sur l'extrême droite, mais il n'est pas tout à fait suivi par son appareil de parti. Et du coup, on finit la journée de lundi comme ça. Les droites ont discuté entre elles, incertitude sur où se place LR par rapport à l'extrême droite, et on arrive à la journée d'aujourd'hui, mardi 11 juin. Comme la gauche a trouvé un accord de principe, les macronistes sont verts de rage. Attal trouve que l'accord est révoltant. C'est vraiment honteux, ils ont le seum. Parce qu'encore une fois, les macronistes pariaient sur le fait que la gauche serait divisée. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un sursaut d'union de la gauche. Dans la journée d'aujourd'hui, Glucksmann a continué de persister et de signer sur les lignes rouges concernant l'union des gauches, mais il est de moins en moins audible. Concrètement, Glucksmann, plus personne ne l'écoute. Les macronistes attendent le moment où il va se rallier à leur arc républicain pour leur permettre de bénéficier de son exposition médiatique, parce que concrètement, médiatiquement, aucun macroniste ne tient la route. Il n'y a que Glucksmann qui est encore en odeur de sainteté de la part de ça. Donc les macronistes attendent que Glucksmann ils arrivent de leur côté, à défaut d'avoir réussi à péter la gauche. Et donc il est de moins en moins audible à gauche. Il commence dans ses discours à dessiner plutôt une union avec les centristes, avec Lyotte dont on parlait tout à l'heure, plutôt qu'avec la gauche. Voilà, agent de la CIA un jour, agent de la CIA toujours. De son côté, les Républicains, c'est le bordel. Comme je vous disais, on a fini lundi soir avec Ciotti, où il y avait éventuellement des rumeurs comme quoi les Républicains allaient discuter avec le RN. Rien n'était confirmé, il me semble, le lundi. Le mardi, Éric Ciotti persiste dans son ralliement au RN. En fait, les Républicains, aujourd'hui, ont totalement éclaté. Ils se sont totalement divisés. Tout le clan Ciotti a annoncé un ralliement au RN, accueilli à bras ouverts par Marine Le Pen. Pendant que d'autres barons des Républicains ont appelé à dégager Ciotti du parti, ont appelé à dégager tous ceux qui feraient l'union, mais tout en disant on va faire notre truc dans notre coin quand même. LR ne sait pas où ils habitent. Et encore une fois, c'est une parfaite illustration. Quand je vous disais au tout début de ce récap, quand je vous parlais du discours de François-Xavier Bellamy après les résultats des élections européennes, quand je vous disais qu'après les résultats des européennes, Bellamy fait un discours sur le score aux européennes, sur je vais travailler au Parlement européen, merci d'avoir milité pour moi, mais que c'est le seul quasiment à ne faire aucun discours sur la situation politique générale du pays, c'est vous dire à quel point LR était perdu. Ils sont en train de mourir, ils ne savent pas où ils habitent. Ils savent que le PS, en 2017, s'est fait tuer par cet éboulement de terrain macroniste. Ils savent que l'éboulement de terrain arrive de leur côté. Ils ont passé toute la mandature qui vient de se terminer à essayer de jouer les faiseurs de roi vis-à-vis des macronistes. Toutes les réformes où les macronistes n'avaient pas la majorité et il y avait tous ces trucs de ils vont essayer de changer tel et tel truc pour obtenir les voix des républicains pour ne pas avoir à passer en force encore une fois, que du coup ils ont le seum de devoir reposer sur les républicains parce que sans les républicains ils n'ont pas de majorité, etc. Que du coup les républicains s'improvisaient faiseurs de roi et utilisaient leur statut de minorité mais qui permet d'accéder du coup à une majorité à l'Assemblée nationale pour faire un petit peu leur tambouille et un petit peu se mettre en avant. Ben là, c'est un peu fini. Les Républicains veulent continuer de jouer ce jeu, mais concrètement, stratégiquement, ils n'ont aucune idée de comment faire ça. Je rappelle que le dernier congrès, à la tête des Républicains, il y avait une opposition forte, avec Ciotti d'un côté et Retailleau de l'autre, je crois, c'est ça ?
Alors, Retailleau, aujourd'hui... Non, Pécresse, elle était morte et enterrée. Hein. Il y avait Léline Pradier aussi qui est pas mal forte. Ouais, en fait, c'est que au dernier congrès des Républicains, Ciotti donc avait gagné la présidence. Bruno Retailleau était arrivé ensuite, et ensuite Aurélien Pradier. À l'époque de ce congrès, je me rappelle, Retailleau voulait passer pour... Ouais, en fait, concrètement, c'est 3 nuances de faf. Retailleau, c'est un immense faf. Éric Ciotti, c'est un immense faf. Aurélien Pradier, c'est un immense faf. Mais à l'époque du congrès LR, je sais pas si vous vous rappelez, Retailleau se présentait sous une ligne un peu identitaire vis-à-vis de LR. C'est-à-dire, les Républicains, on a notre identité. On va pas se dissoudre ni dans le macronisme, ni dans le RN, et on va faire revivre le parti, etc. Tandis que Ciotti avait déjà une ligne d'alliance avec le RN. Dans le fond, ils ont tous des atomes crochus, sacrément crochus, avec l'extrême droite et avec Reconquête. Oui, parfois, ils sont pas d'accord sur est-ce qu'il faut faire alliance avec Reconquête ou est-ce qu'il faut faire alliance avec le RN. Je pense que c'est plutôt sur ça que se situe leur clivage. Mais là, je vous parle de leur posture et la promesse qu'ils avaient fait à leur parti, on va dire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que voilà, il y a eu le congrès des Républicains. Une grosse partie des Républicains a été déçue justement de Ciotti parce que malgré aussi que Ciotti avait un peu une ligne identitaire vis-à-vis du parti, il était un petit peu trop proche de RN à leur goût. Et il y a encore des éléphants de LR qui espèrent retrouver les Républicains à l'ancienne, l'UMP à l'ancienne, un bel appareil de parti qui est puissant, etc. Bon, bah du coup, ils se sont retrouvés totalement en gueule de bois avec Bellamy qui a totalement foiré ses élections. Donc, LR n'a pas de ligne stratégique. Je parlais de ligne politique tout à l'heure, non, ils ont une ligne politique qui est très très claire. Ils sont dans la droite dure, LR. Mais ils n'ont pas de ligne stratégique. Ils savent pas qui utiliser comme bouée de sauvetage. Concrètement, c'est ça leur ligne stratégique, c'est on a 2 bouées de sauvetage, on ne sait pas lesquelles prendre. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup, Ciotti a dit on rejoint l'extrême droite. Bruno Le Maire a lancé un appel au LR qui refuse l'extrême droite. Et une bonne partie, on va dire, des barons des Républicains ont désavoué Éric Ciotti. Certains qui ont appelé à ce qu'il soit viré du parti. Gérard Larcher aussi a réclamé la démission d'Éric Ciotti. Donc LR est en train d'exploser. C'est parfait, c'est exactement ça. Le glissement de terrain macroniste est en train d'arriver. Édouard Philippe s'est joint à Bruno Le Maire aussi. Donc Édouard Philippe rappelle, hein. Édouard Philippe, c'est pas Renaissance. C'est pas Macron-Macron. Édouard Philippe, c'est Horizon. C'est les macronistes, mais qui veulent être macronistes différemment. Donc Édouard Philippe aussi, il joue son petit jeu de on tend la main aux membres de LR qui refusent de s'allier au RN. Il faut former une nouvelle majorité parce que eux, ils voient que les macronistes vont pas présenter de nouveaux candidats, alors du coup, ils vont pouvoir recycler leurs. Ils vont dire on est dans l'arc républicain, c'est parfait. Donc c'est ce qui se passe. LR a totalement implosé. Personne ne sait où ils habitent. Ciotti veut partir avec RN, pardon. RN les accueille à bras ouverts. Et surtout, très intéressant, on parlait dans la journée de lundi de Marion Maréchal qui avait discuté avec le RN, sans Zemmour. De Marion Maréchal qui a passé toute l'élection européenne à bouder le clan Zemmour, le clan Maréchal et le clan Zemmour. Et aujourd'hui, coup de tonnerre pour l'extrême droite, le RN a refusé le principe d'un accord avec Reconquête, ne souhaitant aucune association avec Éric Zemmour. Et ça, c'est incroyable. Marion Maréchal, qui a passé toute sa campagne à vouloir se désolidariser de Zemmour et à vouloir le cornériser, elle se retrouve dans une situation où c'est ce même Zemmour qui l'empêche d'accéder à son front populaire de l'extrême droite. Après, en réalité, c'est ça, c'est bouder les LR en fait. C'est que Zemmour a des potes chez les LR. Il y a des LR qui se posent la question de l'alliance avec le RN, mais d'autres qui se posent la question de l'alliance avec Zemmour. De son côté, Marine Le Pen et Marion Maréchal se détestent. Marion Maréchal, c'est une opportuniste. Du coup, partout où elle ira, partout où elle pourra avoir des postes, c'est parfait. Sauf que Marine Le Pen lui fait payer la trahison. Donc, elle en profite pour l'évincer et pour dire non, nous sommes la droite respectable, on se mêle pas de vous. Éric Zemmour, il parle trop fort. Il n'a pas la même stratégie de dédiabolisation que nous. Donc, tant qu'il y aura Zemmour, on ne peut pas être associé avec lui parce que ça va nous nuire. Rappelle, le RN, il joue la gagne. Ils s'en foutent d'additionner les voix. Il n'y a que Marion Maréchal qui veut un front de la droite. Eux, ils n'en ont pas besoin. Eux, ce qu'ils veulent, c'est on est respectable, on est en capacité de gouverner, on va être gentil et poli avec nos costards, on va pas faire campagne parce qu'on fait jamais campagne, les médias vont le faire à notre place et on va gagner. Et on n'a pas besoin de Zemmour pour ça, sinon c'est donner le bâton pour se faire battre. Le RN ne veut pas être associé avec des fascistes qui s'assument exactement. Et c'est exactement ça, c'est parfaitement résumé. On n'a pas entendu Zemmour. Zemmour est inaudible depuis les élections européennes. Donc voilà, donc on arrive aujourd'hui avec LR dans les choux, les uns et les autres qui grappillent et qui vont du coup se rallier aux uns et aux autres. LR qui est le bienvenu chez le RN parce qu'ils ont besoin justement... En fait, le RN a davantage besoin de LR
Parce qu'ils peuvent utiliser quelqu'un qui a été aux manettes avant, qui a été au gouvernement, qui a été présenté comme respectable, quelqu'un qui a porté un costard depuis plus longtemps qu'eux. Ils peuvent présenter quelqu'un comme ça pour dire regardez, on n'est pas vraiment l'extrême droite. On peut même vous proposer un gouvernement du nom de toutes les droites. T'es pas content, Macron? Donc c'est ça l'intérêt du RN. Ils s'en battent les couilles de Zemmour. Tout ce qu'ils veulent, c'est réussir à grappiller quelques LR, faire des triangulaires un peu partout et gagner par cette mécanique-là. Donc voilà. Et ça, c'est la situation à laquelle on est rendu aujourd'hui. Résumé général, la gauche est d'accord sur un principe d'union, mais pas sur son contenu. Ils sont en train d'en discuter en ce moment même. Glucksmann a réussi à s'isoler tout seul de sa tentative de putsch. Mais du coup, Glucksmann va probablement être finalement rallié en fait par l'arc républicain un peu flou des macronistes, puisque finalement c'est le plus médiatique, c'est celui qui a réussi à gratter le 20h dès le lundi soir. C'est quand même une sacrée truc. Donc en fait, finalement, Glucksmann devient le meilleur espoir du centre. LR est dans les choux. LR se fait totalement grignoter. LR est mort. Et le RN est tranquillou bilou, quoi, globalement. Les macronistes de gauche seraient bien contents de s'allier avec Glucksmann et de revenir un peu au bercail du PS et des éléphants du PS qui de toute façon étaient déjà de leur côté. Mais surtout, les macronistes de gauche ont achevé leur hémorragie. Encore une fois, le parti macroniste est mort. Le parti macroniste est finito. Macron a tué son parti en annonçant la dissolution. Parce que son parti était déjà en train de mourir. Il y avait déjà une hémorragie des cadres, des cadres macronistes. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on dit à partir de ça ? Vous me connaissez, j'aime pas les pronostics. Déjà, je m'appelle Cassandre, je vais pas commencer à vouloir prédire l'avenir. En plus, je suis pessimiste, donc j'aime pas ça. C'est quoi la suite ? La suite à venir, c'est voir quelle va être la base de l'union de la gauche. Il y a encore possibilité que ça merde. Il y a encore possibilité, tout le monde dit « Ah, c'est la NUPES bis, c'est la NUPES bis ». Rappelle que la NUPES, dès qu'ils avaient été élus, la moitié avait tourné le dos à la NUPES. Même si à l'Assemblée, ils ont encore travaillé ensemble, etc. Vous inquiétez pas que certains savaient exactement vesquiller les camarades. Donc, on est à la phase 2 de l'union de la gauche. La phase 2, c'est sur quoi on fait l'union, sur quelle candidature. Et encore, on n'est pas encore à la phase 3 qui est quel Premier ministre ou quelle Première ministre. C'est-à-dire quelle tête on met, on prend quelle tête d'affiche pour mener la campagne, qui va être une discussion à part entière, qui va être une discussion compliquée à part entière. On n'y est pas encore là. Non, ce sera pas Mélenchon, les gens. Ce sera pas Mélenchon. Personnellement, je pense que le move le plus smart, ce serait Mathilde Panot. Parce qu'en tant qu'ancienne présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, elle a passé 3 ans à faire que de la diplomatie avec les autres partis politiques et à savoir mettre des lignes rouges là où il les faut et faire des concessions là où il les faut. Elle est très bonne en meeting, elle s'améliore de plus en plus en débat. Donc après voilà, moi c'est mon avis personnel. Il pourrait y avoir aussi, en effet, il y a quelqu'un qui a dit Sophie Binet, il pourrait aussi y avoir un choix de beauté en touche, de choisir quelqu'un qui ne fait pas partie des partis politiques, qui appartient plutôt au monde syndical ou au monde associatif. Un monde syndical, ça veut dire que tu privilégierais un syndicat sur un autre, c'est comme le move Laurent Berger, mais bon, au moins le move Laurent Berger, le problème c'est que surtout c'est un move libéral. Donc il y a aussi une possibilité d'avoir quelqu'un qui ne vient pas particulièrement des partis politiques. Il y a une possibilité aussi qu'il n'y ait pas d'accord. Et ça, je sais pas comment ça va se passer. C'est, comment dire, le problème de la tête de liste, c'est que, encore une fois, je vais pas faire des plans sur la comète, je vais pas faire des prédictions, j'en sais absolument rien. Et je n'aime pas dire quand je ne sais pas. Voilà, je sais qui j'aimerais bien, moi j'aimerais bien Panot, je connais mon avis personnel, mais je ne peux pas vous faire des... Voilà, je m'appelle pas Mélenchon, je sais pas prédire l'avenir. Cassandre qui veut pas jouer les Cassandres, exactement. Je déteste jouer les Cassandres. Il y en a qui ont joué les Cassandres, c'est la France insoumise. Ils ont dit, si on n'est pas unis, on est mort. On donne la tête de liste aux écolos parce que si on n'est pas unis, on est mort. Si on n'est pas unis, le RN va être devant. Si on n'est pas unis, c'est une catastrophe. OMG, on fait des concessions, faites une ligne ensemble. Et là en mode ah ben la gauche a été divisée. Ah ben du coup Glucksmann il en profite pour faire un putsch au PS. Parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est que le fait que la France insoumise, encore une fois, moi je suis un insoumis. J'ai la faiblesse d'être convaincu, c'est vraiment une question de conviction, d'être convaincu par les analyses stratégiques qui peuvent sortir de la tête de Bompard, de Mélenchon, etc. Parce que systématiquement, ils ont eu une clairvoyance à toute épreuve. Que ce soit, ils ont été les premiers à théoriser les 3 blocs. C'était pas les seuls, hein, mais globalement à théoriser les 3 blocs avec les chercheurs qui théorisaient les 3 blocs et qui ont eu raison là-dessus. Bref, cette théorie des 3 blocs qui reste et qui se vérifie aujourd'hui avec l'effondrement du bloc central au profit du bloc de gauche et du bloc d'extrême droite. C'est quelque chose que, dès l'après-présidentielle 2022, c'était déjà posé. Ouais, c'est ça, c'est Bruno Amable, notamment, qui est à l'origine aussi de ce genre d'analyse. Ils ont été les premiers à analyser le fait que la gauche des Unis aux européennes allait créer un chaos à gauche et une percée à l'extrême droite. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose dont tout le monde se mord les doigts, et y compris le PS se mord les doigts. Parce que les Olivier Faure, la ligne Olivier Faure au PS, c'est ménager la chèvre et le chou. C'est
mettre un peu à distance les éléphants et reconstruire un parti qui soit pas aussi dégoûtant que ce que leur a laissé Hollande. Donc, pour Olivier Faure, se retrouver avec un Glucksmann qui part tout seul dans son coin, qui décide de faire la loi tout seul sans consulter personne, qui utilise sa légitimité aux européennes pour faire un putsch intérieur, c'est une catastrophe. Encore une fois, même si le PS nous avait écoutés, ils se retrouveraient pas aujourd'hui face à un putsch. Alors la moitié sont contents de ce putsch, puisque la moitié sont des Delga, hollandistes, etc. Ils sont très très contents de ce putsch, ils sont très très contents de ramener le PS vers une ligne plus centriste. Sauf qu'en fait, c'est pas forcément le cas d'Olivier Faure, et c'est pas forcément le cas aussi des militants PS, qui ont adhéré au PS grâce à la NUPES, donc grâce à nous, qui ont milité pour Glucksmann, mais qui veulent pas se retrouver avec Hollande. Élection législative, le Front Populaire n'est pas la NUPES 2022. Ouais, mais Rossignol, il a dit un peu tout et son contraire lundi. C'est pour ça que, encore une fois, c'est pour ça que je l'ai pas inclus dans mon récap. C'est qu'il a dit tout et son contraire. Au début, il a dit oui, on soutiendra tous les candidats de gauche. Et ensuite, il a dit ah non, Mélenchon, j'aime pas. Et après, il a redit ah non, mais le Front Populaire, c'est bien parce qu'il n'y a pas que les partis, il y a aussi les syndicats et tout, donc c'est bien, c'est pas comme la NUPES. Voilà, faut voir. Delga, c'est pas la ligne centriste, c'est Printemps républicain à balle. Bah oui, donc c'est centriste quoi. C'est raciste, c'est incapable de dire quoi que ce soit sur la sécurité sociale, sur l'hôpital. Ah oui, il faut soutenir les hôpitaux. Mais bon, concrètement, Delga, sur sa ligne même économique, elle est parfaitement dans le cadre du pacte austéritaire hollandien. Donc non, là-dessus, non. Delga soutient l'Union. Oui, alors justement, on y vient. Delga soutient l'Union, en effet. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que même les éléphants du PS, même les cadres anti-France Insoumise, sont terrifiés de perdre leur siège. Et c'est exactement ce qui s'était passé pour la NUPES. À la NUPES, on avait réussi à ramener à nous des cadres du PS qui détestent la France. Oui, alors pas tous, bien évidemment. Le Foll, il soutient pas, mais bon, le Foll, après, c'est un hollandiste, donc bref. Mais il y avait beaucoup d'éléphants PS, particulièrement sur la ligne Delga, qui s'étaient quand même ralliés à la NUPES, mais juste pour garder leur poste. Ça a été les premiers à trahir, ils s'en sont battus les couilles, etc. Ils faisaient campagne sans personne, d'ailleurs, ils faisaient quasiment pas campagne. Ils faisaient campagne dans une sécession totale par rapport aux autres forces de gauche, qu'elles soient écolo, insoumises ou communistes, hein, d'ailleurs. Je parle pas que des insoumis, là. Donc c'est ce qui va se repasser pour le clan Delga en fait, elle soutient parce qu'ils sont en galère quoi. Terrelot avec Ruffin prend un peu de recul, il est le plus légitime pour rassembler large à gauche en cette période importante. D'ailleurs ça fonctionne pour l'instant. Il y a des gens de gauche qui détestent Mélenchon et ne voteront plus jamais pour lui car ils se font lobotomiser par les médias. Perso, à défaut d'avoir Mélenchon, eh bien je préfère un Ruffin à un socialiste. Et je te dis ça alors que je suis d'accord avec toi sur ces zones d'ombre. Oui mais non. Les gens de gauche qui détestent Mélenchon ne voteront plus jamais pour lui. Tant mieux, Mélenchon ne se présente pas. À un moment, c'est aussi la responsabilité de la gauche d'être honnête. D'être honnête sur le fait que Mélenchon ne va pas se présenter. Et que cette utilisation de Mélenchon comme un épouvantail, ça va pas marcher très longtemps. Maintenant, il va falloir admettre que ce que vous aimez pas chez Mélenchon, c'est ce qu'il dit. Et c'est le fond de ce qu'il dit, et qu'il n'est pas le seul à dire. C'est en fait, comment dire ? J'ai rien contre Ruffin personnellement. Encore une fois, on a l'air d'accord sur ces zones d'ombre et sur ces différents endroits où on peut se méfier, en tout cas sur le fond politique de ce qu'il peut proposer. Mais ce que je n'aime pas avec Ruffin, c'est qu'il utilise ça de façon opportuniste. Depuis la mandature 2017-2022, les médias avaient déjà commencé à jouer une espèce d'opposition entre Ruffin et Mélenchon qui était sortie de nulle part. C'était Ruffin d'un côté, Mélenchon de l'autre, des ambitions concurrentes, etc. Alors je ne sais pas si un tel parlait à la presse ou pas, etc. Je m'en bats les couilles. Mais il y avait déjà ce truc-là où c'était Ruffin a émergé de façon purement médiatique avec des médias qui l'ont utilisé en opposition à Mélenchon. Et il n'a jamais eu ni le courage politique ni l'honnêteté intellectuelle de rectifier les choses par rapport au fond politique, de rectifier les choses par rapport à Mélenchon lui-même. Il l'a dit, il a fait 2-3 phrases ici et là, de dire non, mais je suis quand même encore d'accord avec Mélenchon, etc. Mais il n'a pas eu ce courage-là. Et en fait, c'est, encore une fois, outre le fond, etc., là où je me méfie de Ruffin, et encore une fois, c'est sur ce move Front Populaire, cette tendance à partir tout seul. Il va se gargariser de ses 100 000 signatures sur son site. En attendant, la primaire populaire, il y en avait 400 000. La question derrière, c'est quel appareil de parti et quelle incarnation. Et pour ça, j'ai peur qu'il se fasse avoir par le cadrage médiatique opportuniste qui est fait de lui. Parce que t'inquiète pas, que le jour où ce sera Ruffin qui aura pris le lead de la gauche, ce sera à son tour de se faire taper dessus. Ce sera à son tour de se faire reprocher ses différentes positions ici et là. Ce sera à son tour d'être marginalisé. Y compris sur sa ligne périphérie, gna gna gna, alors qu'il n'a pas du tout été élu de la ruralité, etc. Mais bref, mais y compris son truc sur les quartiers populaires et la périphérie, etc. C'est déjà le discours du PSF, et le discours du PSF est totalement marginalisé à ce niveau-là. Et pareil, son réflexe de partir bille en tête, sans même attendre que les autres partis discutent entre eux, j'ai peur que ce cadrage médiatique, l'ayant monté à la tête, il se retrouve à ne pas avoir prévu que, in fine, c'est lui le prochain sur la liste à se faire dézinguer. Et qu'à ce moment-là, il sera incapable d'y répondre, parce que précisément, tous ces moves médiatiques, ça a été précisément d'éviter la critique. Ça a été de ne pas avoir à être dans l'antagonisme, à dire je suis social et démocrate.
Moi, ça y est, je remets des cravates, je remets des vestes. Ça y est, je me calme. J'arrête de porter un maillot de foot à l'Assemblée nationale. Tous ces moves, ça a été de s'éloigner de l'antagonisme, de la conflictualité. Mais ça veut dire que le jour où ça lui arrivera, il n'en aura pas la maîtrise et il va imploser. Donc c'est pour ça que, encore une fois, si on met de côté, en mettant de côté les doutes que je peux avoir sur le fond, en mettant de côté certains doutes que je peux avoir aussi sur son parti, Picardie debout, sur son ancrage, sur son appareil de parti, etc., etc., mon angoisse principale, c'est sur le Ruffin de long terme. Et encore une fois, mon côté mélenchoniste, c'est pas que je veux Mélenchon au pouvoir. Je veux sa ligne stratégique. Encore une fois, moi, je m'en bats les couilles que Mélenchon il soit Premier ministre. Si on a Panot, si on a Bompard, si on a... Tout ira bien, parce que c'est une ligne stratégique qui pense systématiquement sous l'angle de la construction d'un front de gauche général. La construction d'une force qui puisse résister. Mélenchon, son obsession, ça a toujours été ça. Son poulain au PG, là, François Delapierre, est mort. Alors que c'était censé être son poulain, c'était censé être son continuateur, etc., etc. C'était son petit. Il est mort d'un cancer, ça a été un drame terrible. Et depuis ce moment-là, son obsession à Mélenchon, ça a été comment je crée un truc qui me survit, comment je crée un truc sur lequel il n'y a plus besoin de moi. Et ça me rassure un peu plus que Ruffin qui part bille en tête à 22h11 avec un visuel fait à l'arrache et un site déjà préparé depuis la veille parce qu'il avait déjà prévu de faire un mouvement alternatif à la gauche en pariant sur le fait qu'on allait perdre aux européennes. Encore une fois, moi, mon obsession, c'est le long terme. Voilà, bon, j'ai un petit peu fait le tour de ce que j'avais à dire, non ? J'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire, je pense. J'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'analyse de la situation ? Encore une fois, aujourd'hui, on fait l'analyse de la situation et c'est ce que je vais faire systématiquement en stream. On fait l'analyse de la situation, on voit les forces en présence. Je vous donne mon avis, qui est le mien, encore une fois. Genre, voilà. Mon objectif, en fait, avec ces streams, c'est encore une fois, les informations changent toutes les heures. D'un truc qui se passe le lundi matin et le lundi soir, il peut y avoir 2 conclusions politiques radicalement différentes. Y compris sur les conditions de déroulement de l'élection, on n'est même pas sûr. Là, on sait qu'on ne peut plus s'inscrire sur les listes électorales, on peut encore faire des procurations, mais du coup, les gens ils disent « Ah, est-ce que le Conseil d'État, il va pas, le Conseil constitutionnel, il va pas repousser la date de l'élection ?» On n'en sait rien de ce qui va se passer. Donc, la situation est caractérisée par la confusion. Moi, ce que je vais faire dans mes streams, ça va être de ramener de la clarté, de permettre de décortiquer tout ça, de séquencer tout ce qui se passe, et de comprendre un petit peu dans quelles articulations de séquences se sont passées ces confusions-là. Je ne vais pas faire de plan sur la comète, je vais donner mon avis, bien évidemment, vous êtes sur mon stream, mais je vais systématiquement argumenter mon avis. Comment remobiliser les voix des quartiers populaires si Milieu est absent de la campagne? Wissam et bien d'autres disent que c'est son nom qui est devenu reconnaissable et qui mobilise. Bah, faut dire, c'est les gens de Mélenchon. Même limite, mettre Mélenchon sur les affiches et sur les tracts, même si c'est pas les affiches et tracts officiels. Dire systématiquement, ce candidat, c'est Mélenchon. Ou je sais pas, mais c'est compliqué, quoi. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est beaucoup la figure. Après, en vrai de vrai, entre-temps, il y a eu aussi Delogu, il y a eu aussi Guiraud, il y a d'autres figures qui se sont démarquées auprès des quartiers populaires que Mélenchon. Ça, on va pas se mentir. Elles sont peut-être moins connues, elles ont moins de longévité, mais c'est aussi des figures tutélaires sur lesquelles aussi on peut se reposer si Mélenchon est absent de la campagne électorale. Mais tel que ça va se faire, je pense que... Je sais pas, hein, mais je pense que il ne va pas y avoir d'esthétique commune à la campagne. Je pense que chaque parti va faire son esthétique à elle ou à lui. Et la France Insoumise aura toute l'attitude de mettre la tronche de Mélenchon sur les affiches. Globalement, les Insoumis sauront quoi faire. Enfin bref. Ah oui, il y avait un truc que je voulais vous lire. C'était qui avait partagé ça? Il y a un nouveau communiqué. Il y a un communiqué qui est sorti qui était marrant. Quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure pourquoi il y a le drapeau du Venezuela. C'est pas le drapeau du Venezuela, c'est le drapeau de l'Espagne républicaine. C'est pas pareil. Là, on est en mode Front populaire, l'Espagne républicaine. Donc l'alliance annoncée entre les Républicains et le Rassemblement national marque un tournant dans l'histoire de notre pays. Elle est malheureusement la consécration de la dérive continue de l'orientation politique de la droite française vers un projet xénophobe et profondément réactionnaire, en particulier depuis la nomination d'Éric Ciotti. La seule possibilité qui restait à Emmanuel Macron pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale disparaît, comme nous l'avions depuis longtemps anticipé. Nous, c'est la France insoumise. Le choix est désormais clair et unique. Front populaire contre l'extrême droite raciste et réactionnaire. Nous avons 26 jours pour convaincre les Françaises et les Français. Vous savez ce que je vous disais tout à l'heure quand je disais le premier qui dépose le logo a gagné? Bon. C'est qui, nous, qui l'avions depuis longtemps anticipé? Pas valider le CP, c'est pour ça que Rachel a supprimé son premier tweet. Oui, mais du coup, c'est rigolo. Parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a la typo de l'Union populaire, une couleur qui est refaite, etc. Bah, évidemment, c'est moche. Mais genre, t'as un truc de... Comment dire? C'est aussi, encore une fois, ce que je vous disais sur la confusion des moments, en fait. Mais... oui, le logo de Nipes, c'était pire, je suis totalement d'accord. Mais... c'est ça que je vous disais, et je vais finir là-dessus, sur la confusion du moment.
c'est que, et encore une fois, c'est pas pour dire, parce que je vois le logo, c'est un peu la typo Union Populaire, donc je suis en mode, est-ce que ça vient de nous, ça? Le nous, genre, non, ça a l'air de venir de nous, mais bon. Mais surtout, c'est pas la première fois qu'il y a un communiqué qui finalement n'est pas validé unitairement et qui circule un peu partout. On a eu ça pendant que du coup la gauche était en train de se mettre d'accord et qu'il y a un communiqué qui a pop de nulle part, qui est absolument moche, qui a mis les signatures de tout le monde dessus pour faire genre c'était officiel, alors qu'en fait pas du tout, ils avaient même pas encore décidé ensemble. C'est une situation de flou. C'est une situation où il n'y a pas encore de hiérarchie de mise en place. Pour l'instant, ils se sont mis d'accord pour faire l'union, mais ils n'ont pas dit c'était qui les chefs. Ils n'ont pas dit c'était qui la direction opérationnelle. Et quand je parle de direction opérationnelle, c'est même qui fait les affiches pour les envoyer à l'impression, qui fait le lien avec la préfecture à tel et tel endroit, qui fait le suivi des différentes candidatures, etc. etc. Est-ce que c'est dans les partis? Est-ce que c'est... Bref. Il n'y a que le RN qui est chill en gros. Ouais, bien sûr. Mais parce qu'il n'y a que à gauche qui a un enjeu, y compris pour les macronistes. J'ai pas compris, le communiqué est un fake. Le communiqué n'est pas un communiqué qui a été validé par ce nouveau Front populaire. Puisque, de fait, il y a un accord de principe de faire l'union, mais il n'y a pas encore d'appareil de l'union. Donc, pour finir sur le flou de la situation. Comme je vous disais, le dimanche soir, le cadavre de la gauche était même pas encore froid. Le cadavre de la gauche était encore tout chaud, que des gens voulaient déjà tirer la couverture à eux. Ça a eu lieu encore lundi. Il n'y a pas de raison que ça n'ait pas encore lieu. Particulièrement lorsqu'il y a une telle lenteur des appareils de parti à se mettre d'accord entre eux et à faire valider tout par tout le monde. Attendez-vous dans les semaines à suivre à des fake news, à des faux communiqués, à des outrances, et là je ne parle pas de la France insoumise, à même éventuellement des tentatives de déstabilisation. Parce que là, vous inquiétez pas que la France est dans les choux. La bourse a totalement dévissé lorsque Macron a annoncé la dissolution, etc. Là, tout le monde regarde la France en mode qu'est-ce qui se passe. Rappelle que rien que pendant les européennes, tu as eu au moins 3 tentatives de la Russie de déstabiliser les européennes avec les Moldaves qui ont fait des pochoirs partout dans Paris. Et c'est pour ça que je vous dis encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, on analyse, mais on ne fait pas de prévision. On analyse, on connaît notre tâche, on va militer, etc. Mais on ne fait pas de plan sur la comète. Parce que les plans sur la comète, c'est ce qui vous projette vers l'avenir, donc qui vous donne de l'espoir, et donc du désespoir, et donc qui vous braque aussi idéologiquement. C'est le truc vraiment, plus vous avez de la projection dans le futur, plus vous avez plutôt une attente du futur, moins vous êtes efficace à agir ici et maintenant. Il y a un truc, c'est très très bête, hein, mais là je parle vraiment comme à des militants. Je parle à vous comme à des militants parce que je sais que la plupart de vous en êtes, et une bonne partie d'entre vous êtes en mode, vas-y, c'est le moment, faut que je me lance, etc. La tâche militante, c'est une tâche ingrate, mais c'est une tâche qui est très simple. C'est une tâche qui consiste à rabâcher des choses, qui consiste à aller voir les gens en leur disant des messages simples, mais des messages qui sont difficiles à faire passer souvent. On sait qu'entre militants et entre gens politisés, on adore, autour d'un verre, faire des plans sur la comète, imaginer des trucs pour l'avenir, la montée du fascisme, et du coup, sous le fascisme, on fera ça, il y aura des barricades, etc., etc. On aime bien bander entre nous, mais la réalité, c'est que personne n'en sait rien et que tout ça dépend de ce qu'on fait ici et maintenant. Et c'est pour ça aussi que je fais ces streams sur l'angle de la clarté et de l'analyse tête froide. C'est parce que plus vous aurez la tête chaude, moins vous serez efficace. C'est un peu bête, hein, mais parfois quand vous êtes militant, faut se mettre en mode automatique. Faut mettre le cerveau en pause, le réactiver le temps de jauger la situation, mais quand vous êtes dans l'action, il y a plein de moments où il faut mettre le cerveau en pause. Donc, gardez la tête froide, connaissez votre tâche. Il y a des divisions à gauche. Encore, on en parlait tout à l'heure. Les uns qui ont le seum par rapport aux autres, qui se reprochent les uns aux autres, les Usul, les Viktorovitch, les machins trucs, etc. Ça, c'est bien pour les discours autour d'un verre, autour d'une petite pinte comme ça, entre potes, où ça y est, on reprend des couleurs et puis on s'active un peu et puis on fait oh là là, c'est vraiment un connard, etc. Et le lendemain, on revient tous ensemble et puis on milite tous ensemble. Courage, hein, ça dure que 2 semaines et demie, donc de toute façon, c'est pas si coûteux que ça. Hein.